Alors, bonsoir à tous, je pense que nous allons pouvoir commencer. Avant tout, je tenais à vous remercier d'être venus, d'avoir affronté la neige, le froid, pour accueillir un petit conférencier parisien dans l'Hérault. La moindre des politesses est quand même de me présenter. Je m'appelle Cyril Héroux, je suis guide conférencier à Paris et je suis aussi chargé d'enseignement à l'école du Louvre dans une spécialité qui s'appelle Histoire des arts d'Extrême-Orient. Donc j'ai l'habitude de présenter à des étudiants les arts de la Chine et du Japon. Et dans le cadre du festival Mangamania, qui existe, je crois, depuis 2009, eh bien, je me propose de vous faire découvrir ce soir, tout est dans le titre, l'univers secret des geishas. Alors, je risque de vous matraquer de termes d'origine japonaise, mais je vous rassure, la plupart des termes japonais sont indiqués à l'écran, apparaissent à l'écran. Et bonne nouvelle pour vous, vous n'êtes pas venu pour rien, pour vous récompenser. Le PowerPoint sera accessible, téléchargeable sur le site internet de la médiathèque. Donc si vous souhaitez le récupérer, n'hésitez pas à le faire à ce moment-là. J'ai aussi rédigé un petit compte-rendu de la conférence que vous pourrez aussi récupérer auprès de la médiathèque. Comme ça, vous conserverez un souvenir de cette soirée passée ensemble. Alors je vous ai dit que je travaillais à Paris, mais en fait je suis d'origine niçoise, donc on va s'entendre entre gens du Sud. Et comme les personnes du Sud, quand je suis pris par l'enthousiasme, j'ai tendance à accélérer un petit peu le débit. Donc si je vais trop vite, vous me faites des petits signes, puis des grands signaux, et là je ralentirai sans aucun problème. Donc je vous propose à présent d'entrer dans le vif du sujet, et nous allons parler ensemble de l'univers secret des geishas. Alors ici, par rapport au terme geisha, je voulais vous montrer deux caractères qui apparaissent à l'écran. Ce sont deux kanji, donc les kanji, ce sont les caractères qui sont utilisés dans l'écriture japonaise. Et le premier, en fait, se lit gei. Alors je vais prendre, puisque j'ai une flèche, autant l'utiliser. Donc ici, vous avez le caractère gei, qui veut dire art. Et ensuite, vous avez le caractère qui signifie pratiquant. Donc, littéralement, le terme geisha, ça veut dire personne d'art ou femme qui excelle dans le métier de l'art. Donc, ce sont des femmes qui sont entraînées depuis leur plus tendre enfance dans l'art de la danse, l'art du chant, l'art de la musique, et leur rôle était de divertir les hommes pendant les soirées. Et vous allez voir, en Occident, c'est un peu l'idée à laquelle j'aimerais tordre le cou, c'est qu'on fait très facilement l'amalgame entre geisha et prostituée, geisha et courtisane. Pourquoi? Parce que les deux, la courtisane comme la geisha, appartiennent à ce qu'on appelle en japonais le karyuikei, ça veut dire le monde des plaisirs, qu'on peut aussi traduire poétiquement par le monde des fleurs et des sols. Alors on dit que la geisha, elle doit avoir la délicatesse d'une fleur et elle doit aussi avoir la force du sol, la force de cet arbre. Donc on la veut spirituelle, on la veut volubile, on la veut voluptueuse. En fait, elle représente tout ce que la morale confucéenne prohibait aux femmes japonaises à l'époque. Donc la profession de geisha, elle va surtout se développer pendant la période Edo. Et il va falloir faire une petite recontextualisation historique ensemble. Donc, autre point aussi, là vous avez sous les yeux une estampe. Donc on est dans une école picturale qui s'appelle l'école ukiyo-e. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, ukiyo-e. Ça veut dire littéralement image du monde flottant. Et c'est cette école picturale qui a mis en avant ce thème de la geisha, le monde des geishas. Donc parlons un petit peu de l'époque Edo, puisque cette école ukiyo-e lui est étroitement liée. Donc la période Edo, c'est la dernière période du Japon féodal. Elle couvre les années 1603-1868. Et là, vous voyez à gauche un curieux personnage qui s'appelle Tokugawa Ieyasu. Et Tokugawa Ieyasu est devenu shogun en 1603. Et donc, sa famille va régner d'une main de fer. C'est clairement une prise de pouvoir d'allure dictatoriale pendant 3 siècles, entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Alors, que va-t-il se passer à ce moment-là? Le Japon va refermer ses frontières, il va se couper des influences étrangères et notamment des influences chinoises. Et là, vous avez une culture originale qui va se développer durant l'époque Edo. Et c'est ce qu'on appelait la culture des shonin. Alors, qui étaient les shonin? C'était les citadins bourgeois, c'était les marchands des villes. Ce sont eux qui, à l'époque Edo, vont véritablement gérer le pays. Et ces shonin, ces citadins, eh bien, ont des goûts qui ne sont pas les goûts de l'aristocratie japonaise, les goûts des samouraïs. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, de ces hommes d'armes, les samouraïs. Et donc, ils vont s'intéresser à d'autres éléments. Par exemple, ils se passionnent pour le sumotori, c'est-à-dire les combats de sumo. Ils vont se passionner pour un théâtre qui s'appelle le théâtre kabuki, qui est très exubérant. Et qu'est-ce qu'ils vont faire aussi, d'ailleurs? Regardez à l'écran, vous avez une scène de kabuki qui apparaît.
c'est toujours une estampe de l'ukiyo-e. Donc que va faire l'ukiyo-e? Elle va immortaliser cette vie citadine, cette culture des shonin, et bien sûr, on va se passionner pour les belles femmes, qu'elles soient des courtisanes ou des geishas. Donc rappelez-vous que la période Edo est marquée par la montée en puissance d'une classe citadine, une classe bourgeoise. Donc ça, c'était pour vous remontrer avec un peu plus de détails une estampe ukiyo-e. Alors maintenant, autre point aussi, Edo, c'est le nom qu'on donne à l'actuelle ville de Tokyo, la capitale du Japon. En fait, elle n'a pris le nom de Tokyo qu'en 1869 et ça signifie capitale de l'Est. Et au début du XVIIe siècle, Edo, c'était un petit village de pêcheurs qui avait été choisi par le shogun pour y installer son gouvernement militaire. Et en l'espace d'un siècle, entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, Edo va devenir une ville de plus de 1 million d'habitants. Et ce sera en quelque sorte the place to be, le lieu où il fallait vivre à l'époque. Alors, on a le château du shogun qui est établi à l'intérieur de la cité, et au nord-est, parce que dans la géomancie chinoise et japonaise, le nord-est c'est une direction néfaste, c'est là que viennent toutes les mauvaises énergies, eh bien on va voir un quartier des plaisirs, qui est un peu l'actuel Pigalle à Paris si vous voulez, et qui s'appelait le quartier Yoshiwara. Alors ce quartier Yoshiwara, c'était le quartier qui ne dormait jamais. On l'avait aussi rebaptisé le quartier des maisons vertes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pénétrait à l'intérieur, on y voyait des maisons de thé dont en fait les toitures étaient recouvertes de tuiles vertes. Et c'est là qu'avaient lieu les rencontres entre les clients et les prostituées. Et ce quartier, il va être ceint d'une enceinte, de rempart, c'est-à-dire que la prostitution est très contrôlée à l'intérieur de la ville Edo. Alors là, vous avez une autre estampe de l'ukiyo-e que l'on doit à un célèbre maître d'estampe qui s'appelle Hiroshige et qui vous présente l'artère principale de ce quartier des plaisirs, une artère qui s'appelait Naka-no-cho. Donc vous allez voir les liens petit à petit qui vont s'établir avec les geishas. Donc ça c'est un plan du quartier Yoshiwara et j'aimerais vous montrer un détail. Vous avez une rivière qui donne accès en fait à l'entrée de ce quartier. Ici on voit Naka-no-cho, l'artère principale. Là vous avez des sols et en fait les jeunes femmes qui entraient dans ces quartiers, souvent elles avaient été vendues par leur famille. Et bien la dernière chose qu'elles voyaient en tant que fille encore un petit peu libre pendant quelques instants, c'était le sol. Et donc très souvent, dans la poésie et dans la littérature japonaise, eh bien, le sol va être le symbole de la liberté qui a été perdue. Et elle ne quittait le quartier Yoshiwara souvent que les deux pieds devant, c'est-à-dire une fois décédée. Donc dans ce quartier, on pouvait croiser celles qu'on appelait des oiran, ou alors qu'on a appelé tayu. Alors il y avait plusieurs rangs en fait, de prostitution à l'intérieur de ce quartier Yoshiwara. On en comptait plus de 9 et au sommet de la pyramide sociale, vous aviez ces taïus. Alors ces femmes, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on a beaucoup de mal à les distinguer des geishas, puisqu'elles pratiquaient différentes formes d'art, elles étaient versées dans la poésie, la littérature, la calligraphie, parfois la danse, et donc leurs clients étaient parmi les hommes les plus puissants de l'époque. D'ailleurs, il était très difficile pour le commun des mortels de pouvoir en fait accéder à une taille. Alors, ce qui les caractérise par contre, c'était une mise un petit peu exubérante, notamment une coiffure, vous voyez, en chignon très élaboré, qui était percée de différentes épingles orangées, et autre chose aussi, puisqu'elles ont des kimonos somptueux pour éviter de les salir, eh bien, elles portaient des chausses, des socs surélevés, qui leur donnaient, lorsqu'elles se déplaçaient, une démarche particulièrement compassée. Alors ici, l'image que je vous montre, c'est un souvenir de vacances, c'est le musée d'Edo à Tokyo. Donc c'est un mannequin qui vous représente une taïyu, et vous voyez qu'elle est accompagnée de deux jeunes filles. Alors ces deux jeunes filles, c'est ce qu'on appelle des kamuro, ce sont ses apprentis, ce sont de futures prostituées, et en fait, elles devaient s'adresser à leur maîtresse, à la taïyu, en utilisant un langage particulièrement châtié, qui était le langage utilisé autrefois à la cour, notamment à la cour impériale. Donc ça montre en fait le degré de culture et d'éducation qu'elles avaient. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comme il était très difficile en fait d'accéder à ces taïyu, elles étaient fort coûteuses, eh bien on a commencé à songer à former des hommes et des femmes qui allier plusieurs aptitudes à la beauté afin de divertir les bourgeois noceurs de la ville de Edo. Et donc on naît le désir de marier en fait tous les plaisirs
en une seule personne. Donc on va faire appel dans les réceptions à des gens qui sont capables de chanter, danser, jouer des instruments, raconter aussi des histoires. Et c'est là que vont apparaître en fait les geishas. Et quand les geishas apparaîtront, eh bien pour les distinguer des taiyus, on va employer un nouveau terme. Les taiyus seront appelés oiran. Et oiran, ça signifie première fleur en fait en japonais. Donc je vous montre ici une autre image. Alors vous avez ce qu'on appelle un porteur de tambour, un taiko mochi. Alors ça nous vient du Japon féodal et c'est un peu l'équivalent des bouffons qu'on avait dans les cours européennes au Moyen-Âge. Donc la source d'influence en fait des geishas, ce sont en quelque sorte ces taiyus, ces hautes courtisanes et ces porteurs de tambour. Alors c'était un métier qui était plutôt masculin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le Japon du XXIe siècle, il y a plus qu'une dizaine de personnes qui exercent ce métier de taiko mochi. Donc les femmes pratiquaient très rarement cette profession. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, on va voir apparaître petit à petit des hommes geishas. Et alors ça, c'est souvent une idée qui perturbe le public occidental, mais les toutes premières geishas étaient en fait des hommes geishas. Et on pense que la première femme geisha serait apparue au XVIIe siècle dans un quartier réservé de la ville de Kyoto qui s'appelle Shimabara. Et en fait, très souvent, par tradition, on dit que la ville des geishas, c'est pas Tokyo, c'est en fait Kyoto. Alors elles vont devenir de plus en plus nombreuses entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait, à partir des années 1800, toutes les geishas vont finalement devenir des femmes. Elles sont devenues plus nombreuses que les hommes au cours du XVIIIe siècle. Alors là, je vous montre une carte postale un peu postérieure à l'époque Edo, qui représente en fait des apprentis. Alors là, vous allez lire un terme, c'est le terme de Hangyoku, c'est le nom qu'on donne aux apprentis geisha de la ville de Tokyo. Mais rappelez-vous que par tradition, pour les Japonais, la ville des geishas sera en fait la ville de Kyoto. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va forcer ces femmes, parce que le gouvernement essaie bien sûr de contrôler tout ça, on va forcer ces femmes à vivre dans des quartiers réservés, et notamment les quartiers de la prostitution. Et voilà pourquoi on fait souvent l'amalgame entre les geishas et les prostituées. Donc, autre image ici, donc elles vont devoir vivre dans des quartiers réservés, et les quartiers où elles vivent, on appelle ça des quartiers hanamashi. Hana, ça veut dire fleur en japonais, et hanamashi, ça veut dire la rue des fleurs. Donc dans ces quartiers, en plus des geishas, dont on peut croiser rapidement les silhouettes, on va voir différents métiers. Donc vous pouvez voir des chausseurs traditionnels, des marchands d'ombrelles, il y a des magasins de tabi. Les tabis, c'est une des plus belles inventions japonaises. Ce sont des chaussettes aux doigtiers en fait séparés. En termes de confort, on n'a pas fait mieux. Vous allez avoir des vendeurs de literie, bien sûr des vendeurs de kimonos, de poterie, de lac, de thé. C'est-à-dire qu'une geisha fait quand même travailler tout un secteur économique autour d'elle. Voilà, donc toute une industrie, elle va supporter toute une industrie. Et donc là, vous voyez la figure d'une apprentie se déplaçant dans ces quartiers hanamachi. Alors, un fait intéressant, on remonte donc l'âge d'or en fait des geishas, ça va être le 18e et le 19e siècle, et au 20e siècle, que s'est-il passé? Pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, le gouvernement a fait fermer les quartiers des plaisirs, notamment les quartiers hanamachi, et on a envoyé les geishas travailler en usine pour soutenir à ce moment-là l'effort de guerre. Et cet épisode très particulier, eh bien, ça a vraiment porté un coup à la profession à ce moment-là. Mais après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les quartiers des plaisirs vont réouvrir progressivement. Et fait important, c'est en fait au XXe siècle, en 1957, que l'on va interdire définitivement la prostitution au Japon. Et ça va démarquer définitivement les geishas des prostituées. Et autre chose aussi, au cours du XXe siècle, eh bien, le gouvernement a dit que désormais, pour entreprendre une carrière d'apprenti geisha, il fallait au moins avoir atteint ses 15 ans. Alors je vous pose la question, à votre avis, à quel âge autrefois on commençait la formation de geisha? Est-ce que vous avez une petite idée? Imaginez, c'était 3 ans. Donc bien évidemment, on ne faisait pas ça de façon volontaire. C'était souvent des jeunes filles qui avaient été, comme les prostituées, qui avaient été vendues par leur famille à des maisons de geisha. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus contrôlé et il faut avoir 15 ans révolus. L'enseignement scolaire est obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans au Japon. Alors, autre chose aussi, il y a une fondation qui va être créée dans les années 1960 qui s'appelle la Fondation pour le développement des arts et musique traditionnelle de Kyoto.
et c'est elle qui dénombre officiellement le nombre de geishas et d'apprentis qui exercent au sein de la ville, et on essaie de protéger tout simplement ce corps de métier. Alors qu'est-ce qu'on constate quand on lit les chiffres de cette fondation? Eh bien, c'est un métier qui a connu une chute progressive au cours du XXe siècle. Il y en avait, je crois, dans les années 70, il n'y avait plus qu'une soixantaine de geishas qui exerçaient. Le nombre a toujours diminué, et fait étonnant, depuis 2008, eh bien, on voit le chiffre remonter petit à petit. Alors, d'où vient cet engouement nouveau pour le métier de geisha? Eh bien, c'est lié au nombre grandissant d'informations dont on dispose, et notamment grâce à Internet. Et donc, les geishas, maintenant, sont entrées dans la vie moderne. Vous en avez certaines qui tiennent des blogs. Vous savez que les blogs, c'était très à la mode dans les années 2000. Et donc, on a de plus en plus de gens qui découvrent leur métier par le biais, tout simplement, de ces blogs. Donc, comme il y a une meilleure communication, eh bien, on renoue avec cette profession. Donc là, voilà, c'était un petit clin d'œil par rapport à ce que j'expliquais plus tôt. Je vous montre une photographie d'un soldat américain posant avec des geishas. Alors vous voyez que je n'ai pas mis de S ici, parce que normalement la règle veut qu'on ne mette pas de la marque du pluriel pour les termes d'origine japonaise. Et ici, c'est en 1947, quand les quartiers de plaisir vont réouvrir. Alors maintenant, la plupart des geishas, au XXIe siècle, elles sont concentrées dans certains quartiers de Kyoto. Vous avez notamment le quartier Pontocho. Alors en fait, chaque quartier se distingue, notamment par l'usage de lanternes. Et par rapport au quartier en fait Pontocho, eh bien, comment reconnaît-on? Vous avez une lanterne qui est représentée en contrebas, et on y voit un chidori. Alors un chidori, c'est un oiseau pluvier. Il est le symbole de ce quartier. Autre quartier très célèbre, si ce n'est le plus célèbre quartier de geisha aujourd'hui au Japon, c'est le quartier de Gion. Et en fait, au quartier de Gion, je vous montre la lanterne en détail. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez en fait des boulettes de riz qui sont embrochées et qui apparaissent sur un fond rouge. Et ensuite, vous avez un kanji qui se lit Ko. Donc ça, c'est le symbole du quartier de Gion à Kyoto. Alors ce quartier, aujourd'hui, il est classé au patrimoine en fait historique du Japon. Il a été complètement rénové au cours des années 2000. Et quand vous regardez cette image, rappelez-vous que le Japon est un pays très moderne. Il n'y a pas quelque chose qui vous frappe sur cette image-là? Aucun pilier électrique. Vous voyez, il n'y a aucun poteau, aucun pilier, c'est-à-dire que tout a été en fait placé sous terre, tout le réseau électrique et téléphonique a été placé sous terre pour préserver l'aspect en fait de ce quartier. Donc quand on se promène dans le quartier de Lyon, c'est un peu comme s'il baignait encore dans son jus, et on peut encore un peu renouer l'espace de quelques instants avec le Japon féodal. Alors autre chose aussi, ça malheureusement c'est pour vous montrer que cet amalgame entre prostituées et geisha perdurera toujours. Vous avez une affiche publicitaire d'un maid café, donc on est dans la ville d'Osaka, et donc en fait vous avez beaucoup d'hôtesses qui offrent des services sexuels, on va dire, plus classiques, et qui vont souvent en fait reprendre les codes des geishas pour appâter les hommes, pour appâter les clients. Et cette usurpation, ça a vraiment entaché pendant très longtemps la réputation de ces geishas, la réputation de ces femmes artistes. Alors, autre chose aussi pour vous montrer le regain d'intérêt par rapport aux geishas, ça c'est très curieux, c'est ce qu'on appelle le Maiko Enshin. Alors, le terme de Maiko, c'est le terme qui est employé pour désigner les apprentis geishas de la ville de Kyoto. Et Maiko Enshin, ça signifie la transformation en Meiko. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des jeunes femmes, alors pas nécessairement des japonaises, qui se rendent à Kyoto et pendant 1 heure, eh bien, elles sont grimées de la tête jusqu'aux pieds en apprentis. Et tous les touristes occidentaux se font avoir et prennent en photo ces jeunes femmes, convaincus qu'il s'agit de véritables geishas ou de véritables Meiko. Alors, je vous montre cette image et pour l'instant, elle vous est peut-être pas très évocatrice et vous verrez à la fin de la conférence, vous comprendrez toutes les erreurs qui se trouvent ici et qui prouvent qu'on n'a pas d'apprentis ou de véritables geishas en face de nous. Alors déjà, une erreur, c'est l'attitude. Vous voyez, avec le lever de la victoire, hein, ça c'est un geste très classique sur les photographies des adolescentes. Donc normalement, il y a une certaine réserve que doit afficher en public la Meiko ou la geisha. Autre chose aussi, le vêtement en fait d'une apprentie ou d'une geisha est codifié. Et est-ce que vous voyez la couleur du col sur l'habit? C'est un col qui est blanc. Bon, ben vous allez voir, ça aussi c'est une erreur
par rapport à l'aspect vestimentaire des apprentis et des geishas. On va avoir l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. D'ailleurs, vous ne serez pas venus pour rien ce soir. Je vais vous apprendre comment aussi on reconnaît une courtisane d'une geisha. C'est par rapport à la façon dont est porté le kimono. Donc pour l'ajuster à la silhouette, vous avez une ceinture que l'on appelle obi. Donc normalement, pour une geisha, le obi est toujours noué à l'arrière, donc elle est obligée de faire appel au service d'un habilleur, parce que c'est un nœud qui est très élaboré, tandis que la courtisane, elle aura toujours le nœud du obi qui est noué à l'avant. Et donc vous le comprenez, c'est plus facile à défaire et à renouer pour son propre négoce, pour son propre commerce. Donc quand vous verrez des estampes, c'est comme ça que vous pourrez distinguer une courtisane d'une geisha. Donc ici, après avoir parlé très rapidement d'introduction de l'historique, je vous propose une partie qui va être consacrée à la formation en fait des geishas. Alors dans l'univers des geishas, vous avez un élément qui est indispensable, c'est l'okiya. Alors qu'est-ce que c'est l'okiya? C'est une maison de geisha. Je vous rappelle que les jeunes femmes étaient souvent vendues dans leur plus tendre enfance à ces maisons. Et que va-t-il se passer? Il y a un contrat qui va être établi entre la maison et la jeune fille qui a été achetée. Ce contrat, ça s'appelle le nenki. Et que vont faire les maisons okiya? Eh bien, pour former ces jeunes femmes, elles vont dépenser des sommes qui sont considérables. Et donc, il y a l'idée que ces jeunes femmes sont redevables. Ça, c'est quelque chose qui est typique de la pensée japonaise. Et en général, on pensait qu'il fallait plus d'une quinzaine d'années pour rembourser son contrat auprès de la maison de geisha. Et pendant toute la période de leur contrat, pendant toute la période du nenki, eh bien, généralement, les geishas vont loger à l'intérieur de la maison. Alors là, on ne peut pas y accéder à l'intérieur d'une maison geisha, et c'est un univers qui est matriarcal. Et en fait, à la tête de la maison, vous avez une okasan. Okasan, ça veut dire mère en japonais, et c'est elle qui va veiller à la discipline et au bien-être de ses pensionnaires. Et toutes les femmes qui sont à l'intérieur se doivent bien évidemment d'être célibataires. Donc, autre chose aussi, comment une maison de geisha est entretenue? Eh bien, on va prélever des quotes-parts sur les gages des geishas qui sont en exercice. On peut aussi payer les domestiques qui travaillent à l'intérieur de la maison, et les geishas qui sont en retraite, eh bien, elles sont tout simplement, leur retraite est payée par les geishas qui sont en activité. C'est un peu notre système des retraites à nous, à l'heure actuelle. Donc, rappelez-vous, voilà, de cette maison de geisha. Alors, il y aura plusieurs étapes dans la vie de ces geishas. Donc, au début, qu'est-ce qui se passe? On est aspirante, c'est-à-dire shikomi. Donc, les shikomi, elles sont tenues, astreintes aux tâches domestiques. Et que vont-elles faire en vivant au sein de la maison? Eh bien, elles vont voir les autres, elles vont les voir évoluer, elles vont les voir porter le kimono, et c'est ainsi qu'elles vont apprendre. Ça, c'est une forme traditionnelle d'enseignement au Japon, qui perdure encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vit chez le maître, on l'aide, on le regarde pratiquer, on l'assiste et on exécute les tâches ménagères. Donc normalement, il y a une tradition qui dit qu'on commence l'apprentissage des arts au 6e jour du 6e mois de la 6e année, c'est-à-dire à l'âge de 6 ans. Mais dans les faits, dans le Japon féodal, dans le Japon d'autrefois, c'était souvent à partir de 3 ans, l'âge requis, qu'elles commençaient leur apprentissage. Rappelez-vous ce que j'ai dit un peu plus tôt, aujourd'hui c'est 15 ans et pas avant. Alors autre chose aussi, ce sont souvent les shikomi qui vont accueillir les geishas à leur retour de soirée. C'est fortement hiérarchisé au sein d'une maison de geisha, au sein d'une okiya. Et par exemple, la dernière geisha en exercice, c'est très symbolique. Vous savez que quand on rentre dans une maison japonaise, on doit se déchausser. C'est très mal poli de conserver ses chaussures à l'intérieur. Et bien ces choses, la dernière en activité, va les placer au-dessus dans des casiers qui sont moins accessibles et moins pratiques. Et il y a plein de petits gestes comme ça ritualisés au sein d'une maison. Donc, que fait-elle, la shikomi? Elle accomplit les tâches domestiques. Elle peut aussi accompagner en fait une meiko, donc une apprentie qui, elle, est un peu plus confirmée. Et ensuite, que va-t-il se passer? Après un examen, si elle est jugée suffisamment apte, eh bien, elle deviendra la shikomi minarai. Alors, minarai, ça veut dire apprendre par l'observation. Et là, au sein de la maison, on va la relever des tâches domestiques, des tâches ménagères, et pendant quelques semaines, elle va être autorisée à porter, vous le voyez ici sur l'image, la tenue, le maquillage traditionnel, et elle peut accompagner ses aînés pendant les soirées
afin de se familiariser avec cet univers. Par contre, la Minarai, elle n'aura jamais de clients. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va apprendre le port du kimono, elle va apprendre l'art de la conversation, elle va apprendre aussi différents jeux. Alors, on va être honnête, hein, si vous aviez une image très racée des geishas, elle maîtrise aussi l'art des jeux à boire. Donc il y a des jeux à boire et très souvent on leur apprend à mieux tenir l'alcool que leurs propres clients. Bon, bah ça, la Minarai va bien évidemment le découvrir. L'art de divertir les clients par la conversation, en connaissant quelques blagues. Et regardez, c'est un exemple. Là, vous voyez une apprentie, une Minarai, qui va pratiquer l'origami. Alors ça, je pense que c'est un terme que vous avez déjà entendu. L'origami, en fait, c'est l'art du pliage. Ça vient de deux termes. Ça vient de oru, qui en japonais veut dire plier, et kami, qui veut dire papier. Donc c'est un jeu qui aurait une origine chinoise et qui se serait développé au Japon à partir du début du XIIIe siècle et au départ dans des rituels bouddhistes. Et je vous montre sur cette image, voilà, en fait, un des origamis les plus populaires. Est-ce que vous voyez ce qui est représenté, ce qu'a plié la jeune femme? Alors, c'est un oiseau, mais est-ce que vous pourriez me préciser de quel oiseau il s'agit? C'est une grue, exactement. Alors, la grue est le symbole de la longévité, et du coup, ça va me permettre de faire une petite digression. Vous verrez qu'il y en a plusieurs au sein de cette conférence. En fait, veuillez m'excuser, pour les Japonais, ce motif de la grue pliée est associé à une histoire particulièrement triste. Donc ici, à droite, je vous montre Sadako Sasaki, et c'est une jeune fille qui a vécu en fait à Hiroshima. Donc elle est une des victimes en fait de la bombe atomique, et en fait elle a développé, suite aux radiations, une leucémie. Et en fait, il y a une légende japonaise qui dit que si vous parvenez à plier 1000 grues de papier, votre vœu va être exaucé. Et donc, qu'avait fait la jeune femme sur son lit d'hôpital, la jeune fille, pardon, sur son lit d'hôpital? Eh bien, elle s'était mise à plier des grues. Et malheureusement, elle n'est jamais arrivée donc à son but, elle n'a jamais pu en plier 1000, elle s'est arrêtée voilà, à 600 et quelques. Et elle meurt à l'âge de 12 ans. Eh bien, qu'ont fait ses camarades de classe pour elle? Ils ont continué à plier des grues pour atteindre ce chiffre de 1000. Et aujourd'hui, quand vous allez à Hiroshima, il y a un mémorial de la paix, et vous avez le monument de la paix des enfants. Et regardez, vous avez en fait, ici en haut, Sadako qui tient une grue. Et aujourd'hui, toutes les classes japonaises, qu'est-ce qu'elles font à date anniversaire? Elles envoient des milliers de grues pliées qui vont être exposées tout autour du monument. Et c'est une pratique qui commence même à toucher des classes de pays en fait étrangers. Donc c'était pour vous raconter cette petite histoire. La grue est associée à la notion de longévité. Alors ici, on arrive dans une nouvelle étape très importante à l'intérieur du Nokia. C'est une cérémonie qui s'appelle la cérémonie Mise-dachi. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est le moment où la jeune fille fait officiellement ses débuts de Maiko. Maiko, je ne vous ai toujours pas dit ce que signifiait ce terme en japonais, ça veut dire enfant qui danse. Parce que durant les banquets, elle va principalement exposer ses talents de danseuse. Cette cérémonie-là, la cérémonie Mise-dachi, c'est une des plus importantes de sa carrière. Et du coup, à cette occasion, elle va porter des vêtements qui sont beaucoup plus formels. Et vous voyez qu'on porte notamment un peu, voilà, c'est un kimono noir. Et souvent, sur ce kimono, va être frappé le blason de la maison Okiya. C'est-à-dire que désormais, quand elle sort, elle représente officiellement sa maison à l'extérieur. Donc, que va-t-il se passer ensuite? Après la cérémonie, la jeune Maiko va être guidée par un homme habilleur qui va la conduire un petit peu partout dans le quartier pour qu'elle aille à la rencontre de ses professeurs, qu'elle se présente aussi aux autres maisons de geisha, et elle va remercier tout ce petit monde pour son soutien. Et donc elle fait officiellement ainsi ses débuts. Alors là, on voit une mère, c'est-à-dire la tenante d'une maison de geisha, qui aide une Maiko. Alors c'est très étonnant, mais autrefois, la vie des Maiko, la vie des apprentis était particulièrement rude. Donc on était très dur avec elles, et si on faisait ça, eh bien c'était pour s'assurer tout simplement de leur fidélité à la maison. Aujourd'hui, comme il y a carence dans la profession, eh bien qu'est-ce qu'on fait? C'est devenu complètement l'inverse au XXIe siècle. Elles sont particulièrement chouchoutées par leur mère, par leur okasan, afin de demeurer dans la maison. Alors ici, donc, on voit une okasan qui accompagne dans un de ces quartiers Hanamachi,
donc dans un de ces quartiers de divertissement, une maiko, une apprentie geisha. Alors, il faut savoir aussi qu'au Japon, il existe une petite rivalité entre Kyoto et Tokyo. Ce sera un peu l'équivalent chez nous de la rivalité Paris-Marseille. Et on fait la distinction entre les geishas de Kyoto et les geishas de Tokyo. Alors, à Tokyo, les apprentis, c'est le terme que vous avez vu tout à l'heure sur une précédente diapositive, s'appellent des hangyoku. Alors, hangyoku, moi j'aime beaucoup, ça signifie demi-bijoux. Alors, pourquoi on les appelle des demi-bijoux? Parce que ce sont les geishas de Tokyo qui, elles, sont appelées bijoux, c'est-à-dire gyoku. Donc, ce terme de geisha, c'est plutôt à Kyoto, et le terme de gyoku, c'est plutôt à Tokyo. Et les gages des apprentis sont généralement 50% moins élevés que celle des geishas confirmés, d'où cette expression demi-bijou. Alors voilà ce que retient la tradition. On dit que l'apprentissage à Tokyo a toujours été plus aisé qu'à Kyoto. La formation, elle est aussi plus courte. En général, à Tokyo, elle dure 1 an à 1 an et demi, et elle commence également plus tard que les jeunes filles à Kyoto. Elle commence à l'âge de 18 ans, alors qu'à Kyoto, la plupart du temps, on commence dès l'âge de 16 ans. On dit aussi que les geishas de Tokyo passent pour plus effrontés que les geishas de Kyoto, qui elles vont mettre en avant leur modestie et leur caractère qui est beaucoup plus en fait réservé. Par contre, il y a une différence notable. À Kyoto, toutes les geishas vivent au sein d'une maison, alors qu'à Tokyo, certaines peuvent avoir une véritable indépendance. Elles sont rattachées à une maison de geisha, parce que c'est la loi en fait qui l'oblige, il y a un recensement, la loi l'oblige, mais cette agence elle ne va leur servir, en fait cette maison ne va leur servir que d'agence de rendez-vous, un lieu où elles vont par exemple stocker leur kimono, mais elles n'y vivent pas à plein temps. Donc ça c'est la grosse différence entre les geishas de Kyoto et les geishas de Tokyo. Alors ici, un point très important, il y a dans le milieu des geishas une relation très forte entre celle qu'on appelle l'one-san et l'imoto-san, c'est-à-dire la sœur aînée et la sœur cadette, la petite sœur. Ça, c'est une facette importante de l'éducation en fait de la maiko. Donc on va lui assigner une grande sœur, et c'est cette grande sœur qui va lui apprendre l'art de la conversation, qui va l'aider à se perfectionner dans la danse, à jouer d'un instrument de musique, et c'est surtout la grande sœur qui va lui trouver plus tard son nom d'artiste, son nom de geisha. Et généralement, c'est un nom qui a toujours la même racine que le nom de la grande sœur. Ce nom, c'est ce qu'on appelle le gemei, le nom de scène. Donc c'est la grande sœur qui vous donne un gemei. Et que va-t-il se passer? Eh bien, en échange de tous ces services, la grande sœur va aussi prélever un pourcentage sur les gains de sa petite sœur. Rappelez-vous que rien n'est gratuit, et ainsi on va former des lignées de geisha au Japon. Alors, autre point, elles vont s'unir dans une cérémonie qui s'appelle le Sansan Kudo. Alors, Sansan Kudo, ça veut dire 3 x 3, et au cours de cette cérémonie, eh bien, elles vont boire un alcool qui est considéré comme sacré au Japon. À votre avis, de quel alcool s'agit-il? Le saké, bien évidemment, alcool de riz qui est aussi offert aux dieux. Et si vous regardez bien devant elles, à l'image, vous avez 3 coupes, donc elles vont boire 3 coupes de saké. Alors c'est très étonnant, parce que ce geste, boire 3 coupes de saké, on le retrouve aussi dans le mariage traditionnel Shinto. La religion Shinto étant la religion animiste du Japon. Donc, vous voyez, on voit le marié et la mariée échanger en fait, voilà, le saké et en boire 3 gorgées. Donc je vous avais dit qu'il y aurait des digressions. Et là, ça me fait beaucoup sourire. Parlons un petit peu du mariage traditionnel japonais. Aujourd'hui, de moins en moins de familles le pratiquent, c'est plutôt un mariage à l'occidental. Pourquoi? Parce que c'est particulièrement coûteux. Et au cours des festivités, la mariée va arborer différentes toilettes, toutes plus riches les unes que les autres, et le costume qui frappe le plus, eh bien, c'est celui que vous voyez à l'écran. Alors, il faut savoir que le blanc, c'est la couleur du deuil au Japon, c'est la couleur de la mort. Donc on peut quand même être surpris de voir une mariée se marier en blanc. Ce vêtement japonais s'appelle Shiromuku, ça veut dire la blancheur de l'innocence. Autrement dit, elle abandonne toutes les traditions de sa famille et elle vient vierge de tout présupposé, elle va accepter les coutumes de sa belle famille. Elle est en quelque sorte morte aux yeux de sa famille et elle va renaître dans une autre. Et alors attention, extrêmement misogyne, hein, la tenue, vous avez vu sa coiffure plutôt exubérante. Si on traduit le nom japonais de cette coiffure, ça signifie littéralement
la coiffure qui cache les cornes. Alors tenez-vous bien mesdames, hein, moi je ne cautionne pas, mais c'est ce qu'on pensait autrefois. La femme est par nature démoniaque, c'est une démone cornue. Vous avez un masque de No en dessous là, juste à côté en vis-à-vis qui s'appelle Anya, c'est la démone cornue. Eh bien qu'est-ce qu'elle fait le jour de son mariage? Pour montrer que elle ne tourmentera pas son mari, voilà, qu'elle vient avec de bonnes dispositions, eh bien elle se fait couvrir littéralement les cornes le jour de son mariage. Elle renonce à sa nature démoniaque. Bon, petite parenthèse refermée, mais comme ça, je suis sûr que vous vous en souviendrez du Satsan Kudo. Donc, une fois qu'elle est liée à une grande sœur, une fois qu'elle a terminé son apprentissage, il y aura un examen en fin de stage, et ensuite une cérémonie. Et c'est là que c'est un petit peu curieux, difficile à appréhender pour nous. Cette cérémonie, ça s'appelle le Mizuage. Ça signifie littéralement en japonais « élever l'eau ». C'est la cérémonie de défloration. Et c'est après cette cérémonie qu'elles vont être considérées à part entière comme des geishas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre, enfin il y a une mise à prix de la virginité à ce moment-là de l'apprenti. Alors pour montrer qu'elle est prête pour son mizuage, eh bien que va faire la jeune femme? Elle va offrir aux hommes des gâteaux de riz que l'on appelle ekubo. Et regardez la forme, bon vous avez compris, hein, elle est plutôt suggestive ici. Et donc, que va-t-il se passer? Il va y avoir une mise aux enchères et un parrain, entre guillemets, va débourser une somme d'argent très importante afin d'acheter cette virginité. Alors, c'est un achat qui est symbolique, c'est-à-dire que le parrain ne va pas forcément consommer, si je puis m'exprimer ainsi, la jeune femme. Voilà, dans les faits, ça n'impliquait pas forcément des relations sexuelles. Bien sûr, il y en avait. Donc voilà pourquoi on fait souvent l'amalgame entre prostituée ici et geisha. Donc à l'époque Edo, c'est-à-dire entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle, la virginité était vendue au plus offrant vers l'âge de 14 ans à ce moment-là. Et il faut savoir que jusque dans les années 1950, c'est une pratique qui est restée très vivace au Japon. La virginité d'une geisha n'a pas de prix et généralement, il y a un prestige social qui va rejaillir sur vous si vous êtes le parrain en fait d'une geisha. Alors le nom qu'on donne à ce parrain, c'est dana. Donc que va faire le dana? Alors il faut être richissime hein, en général pour être un dana. Et il y a même des firmes, il y a même des entreprises qui deviennent officiellement dana d'une geisha. Donc le dana va rembourser une partie de ses dépenses. Il va l'aider tout simplement à rembourser le contrat qu'elle a contracté auprès de la maison. Il va donc gérer les dépenses de maquillage, les leçons, les repas, les taxes d'enregistrement. Il lui paie des bijoux, il lui paie des kimonos. Il va sponsoriser pour elle des spectacles de danse. Et en plus de cet entretien, eh bien, à chaque fois qu'il est avec elle, il doit la payer au tarif horaire, comme le ferait n'importe quel autre client de la geisha. C'est vraiment voilà, le prestige social qui va rejaillir sur lui. Alors de nos jours, il n'est pas rare de voir des partis politiques en fait entretenir des geishas. Chaque parti politique va avoir sa geisha favorite et c'est ce qu'on appelle en japonais Mashiaisi-ji, ça veut dire politique derrière les coulisses. Et ça rappelle que très souvent, eh bien, ces geishas ont accompagné les grands hommes. Elles ont été les confidentes de ces grands hommes. Alors, au cours de cette cérémonie, où elle va offrir en fait sa virginité, elle va aussi en fait changer de coupe de cheveux. Donc là, vous avez la coupe de cheveux des Maiko, qui s'appelle le Momo Warae. Et si vous regardez bien, il y a du rouge qui est visible, un tissu rouge. Et donc le rouge, Aka en japonais, est le symbole de l'enfance. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va revêtir à ce moment-là une coiffure qui est la coiffure des femmes adultes. Elle est considérée désormais comme femme adulte. Et qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Elle va aussi pouvoir changer de col. Alors regardez, question bête de ma part, de quelle couleur est le col ici? Rouge, couleur de l'enfance. Eh bien, on pourra passer à un col blanc. Et tout à l'heure, vous vous rappelez l'image que je vous ai montrée avec les touristes qui faisaient lever de la victoire? Elles étaient habillées en apprentis. Mais de quelle couleur était leur col? Il était blanc, il n'était pas rouge. Donc vous voyez, ça c'est une première erreur par rapport en fait au costume. Tout ici est codifié. Donc elle va pouvoir arborer le col blanc, qui est le col caractéristique des geishas. Alors ça représente en fait la fin de carrière d'une geisha. Pour mettre un terme à sa carrière, elle va organiser une cérémonie d'adieu qu'on appelle en japonais Iki Iwari. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va offrir à sa mère et
à sa sœur aînée, si celle-ci est toujours en vie bien évidemment, elle va offrir du riz bouilli. Donc ça, ce plat, ça marque la fin de carrière d'une geisha. Alors autre chose aussi, par rapport au okiya, ces fameuses maisons de geisha que j'évoquais un petit peu plus tôt, ces maisons, elles se transmettent par succession. Alors il y a plusieurs scénarios possibles. Soit l'oka-san, la mère, choisit une geisha, elle est désignée à ce moment-là comme son héritière, soit il s'agit de la fille naturelle de l'oka-san. Et en tant qu'héritière, eh bien, les gains de l'héritière vont se confondre avec ceux de son okiya. Elle est censée devenir la prochaine mère, donc elle continuera à vivre au sein de la maison. Et comme c'est un métier qui met en avant la tradition, très souvent les geishas sont, aujourd'hui, je parle de la période contemporaine, les geishas sont filles de geisha, de femmes qui se sont mariées et qui ont quitté le milieu. Donc ça, c'était sur la deuxième partie, la formation. Troisième partie, l'apparence. En général, c'est ce qui intéresse le plus le public occidental. Donc jusqu'au début du XXe siècle, les geishas, on les considère comme à la pointe de la mode. Et qu'est-ce qui se passe? Dans les années 1920-1930, c'est une période de modernisation pour le Japon, il essaie de rattraper son retard par rapport aux puissances occidentales, et beaucoup de gens à ce moment-là vont adopter les vêtements de type occidentaux. Et certaines geishas vont le faire. Et bien en réaction contre ça, certaines vont se poser en gardiennes de la tradition. Et aujourd'hui, quand on va au Japon, celles qui portent le kimono au quotidien, ce sont surtout en fait les geishas. Alors l'idéal de la geisha, c'est ce qu'on appelle en japonais le iki. Alors le iki, qu'est-ce que c'est? C'est un chic parfait sans ostentation. Voilà, ça c'est ce qui anime la geisha, le chic parfait sans ostentation, le iki. Et en plus, ça vient de loin, c'est-à-dire qu'à la période Edo, on tenait à les distinguer en fait des prostituées. Rappelez-vous les vêtements éclatants qu'arboraient les prostituées. Je vous en avais montré une en image. Eh bien, on a établi des lois somptuaires et on va les obliger, leur imposer des vêtements qui étaient un peu plus sobres. Donc elles vont mettre en avant ce iki, tout simplement pour se distinguer des courtisanes des quartiers de plaisir. Alors, autre point, la période Edo, c'est l'âge d'or des coiffures. Alors là, vous voyez des chignons très élaborés. C'est en fait à partir du XVIIe siècle qu'on va relever les cheveux sur la nuque. En plus, il faut savoir que la nuque est considérée comme la partie la plus érotique du corps féminin au Japon. Et elles sont codifiées, toutes ces coiffures. En fait, elles peuvent vous apporter des renseignements sur la région d'origine d'une femme, son statut marital, son rang social, sa profession et également son âge. Donc là, c'est une image qui est prise du musée d'Edo. Ce sont des perruques qu'on appelle des katsura et qui représentent ces coiffures anciennes. Alors le problème, c'est qu'on tirait les cheveux sur le crâne et on gardait les cheveux laqués ainsi pendant plusieurs jours. Et comme la geisha va quotidiennement arborer ce type de chignon, eh bien, qu'est-ce qui finissait par se passer? Vous aviez une calvitie qui se formait à l'arrière du crâne. Alors ça, c'est un peu l'envers du décor, ce dont on ne parle pas, mais vous aviez une calvitie qui se formait. Voilà pourquoi souvent on va privilégier en fait les perruques. Et aujourd'hui, pour les grandes occasions, si la geisha doit avoir un chignon aussi élaboré, c'est plutôt une perruque qu'elle va arborer à ce moment-là. Donc, autre point aussi, les coiffures, eh bien, elles sont en lien avec les saisons. Elles vont revêtir un caractère saisonnier. Alors, par exemple, je vous avais dit qu'on pouvait vous renseigner sur la région. Là, vous avez une femme qui est coiffée avec un chignon qui est appelé Takashimada. Ça, c'est par exemple la coiffure typique à Kyoto. Et vous avez une coiffure qui est un petit peu plus volumineuse, qui s'appelle le Tsubuchi Shimada. Shimada, ça veut dire chignon en japonais. Et bien ça, c'est plutôt la coiffure que l'on voit à Tokyo. Donc tout de suite, on peut connaître la destination, l'origine géographique de ces femmes. Et regardez, pour vous montrer à quel point c'est codifié, là vous avez différents types. Alors je commence par le haut, en haut à gauche. Vous avez la coiffure Mishidachi. Ça, c'est porté pour les débuts d'une maiko. C'est-à-dire que quand elle commence véritablement, officiellement son apprentissage, c'est cette coiffure qu'elle arbore. À côté, vous avez la coiffure Ware Shinobu. Donc ça, c'est porté par les apprentis avant de devenir meiko, celle qui accompagne. Ensuite, vous avez la coupe Okufu. Alors la coupe Okufu, ça veut dire pêche coupée. C'est la coupe qui est portée juste après le mizuage, c'est-à-dire après la cérémonie où vous avez été défloré, tout simplement. Donc petit à petit, vous basculez à l'âge adulte. Ensuite, vous avez la coupe en bas
Yako Shimada. Alors la coupe Yako Shimada, c'est une coupe formelle qui est utilisée pour les récitals de danse. Et autrefois, c'était surtout communément porté par les femmes mariées. Ensuite, vous avez la coupe Katsuyama, qui est portée pour les récitals de danse, mais uniquement à la saison en fait des cerises, c'est-à-dire au mois d'avril. Donc vous voyez, comme tout est clairement codifié. Et vous avez une dernière coupe qui s'appelle la coupe Sako, qui est portée dans les 2 derniers mois de l'apprentissage d'une Maiko, c'est-à-dire juste avant la cérémonie de défloration, la cérémonie du Mizuage. Et autre chose aussi, à ce moment-là, eh bien, les ornements de cheveux vont devenir plus subtils, puisqu'elle est censée passer à l'âge adulte. Donc les cheveux d'une Maiko sont naturels. Alors il faut savoir qu'une coiffure de Maiko, ça demande à peu près 40 minutes de travail à un coiffeur, et quand elles ont les cheveux libérés, lâchés, généralement ils tombent jusqu'au bas des reins. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va enduire de brillantine les cheveux, et on peut aussi utiliser pour le rembourrage des cheveux artificiels et également du papier. Alors, ces coiffures sont donc réalisées à partir des propres cheveux des jeunes filles. Et voilà, c'était pour vous montrer différents types de coiffures que vous aviez ici. Donc, les apprentis ont le Momo Ware. C'est un chignon qui est divisé en 2 avec cette étoffe rouge qui se veut très suggestive. Et à Tokyo, c'est pas le Momo Ware qu'elle porte, c'est le Ware Shinobu qui se présente un petit peu sous la forme d'ailes de papillons. Alors, ici, je voulais vous montrer une autre estampe de ce qu'on appelle une bijin, une belle femme, et vous allez constater un point, puisque la femme japonaise est censée être un idéal de beauté, la beauté féminine s'exprime un peu différemment par rapport à l'Occident. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parure au sens occidental du terme. La femme japonaise ne porte pas de bague, elle ne porte pas de collier, elle ne porte pas de bracelet. Toute l'esthétique va se concentrer sur la coiffure. Et pour maintenir ces chignons très élaborés, ces shimada, eh bien, elle va porter des épingles et un ensemble de peignes. Et souvent, les épingles et les peignes, ça faisait partie aussi du trousseau de la mariée. Alors, la plupart de ces épingles étaient en acier, et ça peut vous sembler très étonnant, eh bien, c'était aussi utilisé comme arme par les femmes. Ça permettait de se défendre, tout simplement, dans les ruelles le soir venu. Et pareil, à l'image des coiffures, eh bien, les ornements de ces épingles et les ornements de ces peignes vont être codifiés. Alors, je voudrais juste vous parler un instant des peignes. Alors, le terme générique pour désigner les peignes au Japon, c'est kushi. C'est un objet qui est un peu considéré comme magique. On a des mythes fondateurs du Japon qui évoquent le peigne, et on dit en fait que les branches du peigne sont censées représenter les rayons du soleil qui vous pénètrent par le haut. Et ils étaient réalisés, ces peignes, la plupart du temps, par les meilleurs artistes de l'époque. Alors, beaucoup de peignes étaient laqués. L'art de la laque est un art qui est particulièrement précieux. Et le coût d'un peigne à l'époque Edo, eh bien, son prix, en fait, permettait, la somme déboursée pour l'acquérir permettait de nourrir une famille de 6 individus en riz pendant plus d'1 an. Donc très souvent, dans les okiya, dans les maisons de geisha, on se transmet les peignes dans les lignées. Autre point aussi, quand on avait par exemple une femme de l'aristocratie qui renonçait à une vie mondaine, à une vie de cour, qui devenait par exemple prêtresse dans un sanctuaire shinto, elle renonçait, c'était son premier acte, au peigne. Voilà, elle arrêtait tout simplement de se coiffer les cheveux et elle renonçait au peigne. Alors, autre anecdote très plaisante, tout à l'heure j'ai un peu parlé du caractère misogyne du costume de la mariée. Mais il faut savoir que les femmes japonaises, elles ont connu le divorce beaucoup plus tôt que les femmes occidentales. Et comment une femme japonaise pouvait divorcer officiellement, récupérer ses billes, c'est grâce au peigne. Je m'explique. Le jour de son mariage, la femme reçoit deux peignes, une paire de peignes. Alors généralement, la femme mariée n'en porte qu'un dans les cheveux, elle garde précieusement le second, et bien le jour où elle décide de se séparer de son époux, il faut qu'il y ait des témoins, tant qu'à faire que ce soit un peu humiliant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jeter le second peigne au pied de son époux. Et là, tout le monde a compris ce qui se passe, elle a repris à ce moment-là sa liberté. Donc vraiment, c'est un attribut typiquement ici féminin. Alors, à côté des peignes, vous avez les kanzachi, c'est-à-dire les épingles à cheveux. Et ici, j'aimerais vous montrer que certaines sont codifiées. Parmi ces épingles, alors, je vous pose la question, apprenti ou geisha ici? Oui, alors, vous voyez qu'il y a du rouge sur le col.
Donc apprenti ou geisha d'après vous? Bon, c'est une apprentie. Et en fait, là, vous avez ce qu'on appelle le Shibare Kanzanshi. C'est une aiguille qui est portée dans les premières semaines d'apprentissage de la Maiko, de l'apprenti geisha. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez en fait une chaîne de pétales de soie pliés qui sont censés pendre sur le côté de son visage jusqu'au menton et mettre en valeur l'ovale de son visage. Parce que dans les canons de beauté, dans les parangons de beauté japonais, une femme se doit d'avoir un bel ovale au niveau du visage. Et donc ces épingles à cheveux ornementales vont varier au cours des saisons. Par exemple, pour le mois de juillet, alors ça c'est pour vous réchauffer un petit peu, hein, j'aurais pu prendre l'épingle du mois de février, mais pour le mois de juillet, ces jeunes femmes vont porter en fait une épingle où apparaissent des éventails ronds. Alors ce type d'éventail, c'est ce qu'on appelle les ushiwa, et normalement, c'est les éventails qu'on agite quand il fait très chaud l'été venu. Et l'été venu, c'est la saison des festivals au Japon, c'est la saison des fêtes. Donc c'est toujours associé à des épisodes heureux. Donc bien évidemment, les éléments décoratifs, ce sont souvent des éléments de bon augure qui portent chance. Donc là, c'est l'épingle utilisée pour le mois de juillet. Alors ici, on va aborder un autre point intéressant. Vous vous rappelez qu'il y a des coûts que vous êtes redevable à votre maison. Donc, on va faire appel au service d'un coiffeur pour réaliser le chignon élaboré. Ça représente un coût. Et comme vous portez la coiffure plusieurs jours d'affilée, c'est-à-dire que vous continuez à la porter la nuit. Et imaginez, si pendant votre sommeil, vous écrasez comme ça la coiffure, eh bien, le lendemain, on est obligé de faire de nouveau appel à un coiffeur et votre dette vis-à-vis de la maison va s'allonger. Alors, pour éviter ça, que faisaient les geishas et les apprentis? Vous allez voir, c'est un peu compliqué, hein, ça demande quelques semaines d'entraînement. Eh bien, on dort, non pas sur un coussin, mais sur un repose-nuque que l'on appelle un takamakura. Et il faut bien avouer que ça n'est absolument pas confortable. Alors, je sais que a été diffusé à la médiathèque récemment, et puis je pense dans le cadre du festival Mangamania, le film américain Mémoire d'une geisha. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce film. J'ai justement intégré une capture d'écran ici. Donc là, vous y voyez l'actrice Zhang Zi. C'est une actrice d'origine chinoise et qui a interprété une geisha dans le film de Rob Marshall en 2005. Alors il faut savoir que ça a provoqué un scandale au Japon. Pourquoi? Parce qu'au niveau du casting, avaient été choisies exclusivement des actrices, quasiment que des actrices d'origine chinoise. Et c'est assez intéressant cette réaction-là. Ça montre que la geisha reste chère au cœur des Japonais, elle représente la tradition, le symbole, donc là ça touchait un petit peu à leur orgueil national. Et au début, le film a été interdit de projection au Japon. Et pareil, hein, en Chine, on n'a pas apprécié que des actrices reconnues interprètent des japonaises. Et vous avez une scène très importante parce qu'en fait, le film évoque étape par étape l'apprentissage d'une geisha. C'est ce moment-là où la jeune femme va pour la première fois découvrir le repose-nuque. Et que va faire l'okasan, la mère? Eh bien, elle va répandre de la poudre de riz tout autour du repose-tête. Et si au matin, la jeune femme se réveille enfarinée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a chuté. Et donc, si elle avait eu une coiffure très élaborée, la coiffure aurait été perdue. Et donc, elle va être sanctionnée, en fait, par la mère. Donc ça, c'est un des apprentissages, en fait, un des apprentissages de ces jeunes femmes. Alors maintenant, bien évidemment, on parle des peignes, on parle des épingles, on parle des chignons, on est obligé d'évoquer le kimono. Alors ça, le kimono, ça me fascine. Alors, on pourrait faire uniquement une conférence sur la thématique des kimonos. Est-ce que quelqu'un parmi vous, déjà, sait ce que signifie ce terme, kimono? Alors en fait, ki, c'est le verbe porter, mono, c'est la chose. Littéralement, ça veut dire la chose. Donc kimono, quand on traduit, c'est la chose que je porte. Donc il faut savoir que le kimono, il a une forme standard partout à travers le pays. C'est une forme en T. Vous voyez, je vous ai mis en vis-à-vis en fait de kimono. Et il a une taille qui est légèrement supérieure à celle de la personne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'ajuster à la silhouette du porteur, c'est ce que j'avais dit un petit peu plus tôt, généralement on va mettre une ceinture. Alors autre chose, il est réalisé en fait à partir d'un unique, ça c'est remarquable, coupon de tissu qui fait 12 mètres de long et 37 cm de large. Et cette longue pièce de tissu, elle va être utilisée dans son intégralité. Et les différentes parties en fait, du kimono, elles vont être assemblées lisière contre lisière. Mais généralement, il n'y a pas de couture au niveau des épaules, particularité du kimono. Et au Japon,
on considère vraiment le kimono comme un paysage. C'est-à-dire que pour les geishas vont arborer les toilettes les plus chères. Un kimono de geisha, ça coûte au minimum aujourd'hui, bon allez, ça casse un peu le rêve, mais on va parler chiffres, ça coûte au moins 4 500 € au minimum. Voilà. Donc très souvent, que faisaient les maisons de geisha? Elles les conservent dans des coffres. Alors ces coffres sont en bois de paulownia. Vous savez ce que c'est le paulownia par hasard? C'est un arbre à feuilles caduques qui a des feuilles qui sont très larges, en forme d'as de pique, et on dit que ce bois est censé chasser les insectes. Donc c'est pour préserver ces costumes, ça fait vraiment partie du trousseau de la maison de geisha, son trésor. Et quand il y avait un incendie qui se déclarait, parce qu'une maison traditionnelle japonaise elle est en bois, à votre avis c'est quoi la première chose qu'on essaye de sauver? Le kimono, parce que sans kimono, une geisha ou même une maiko, une apprentie, ne peut absolument pas exercer. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que vous savez qu'en Occident, quand vous exposez un vêtement dans les vitrines ou quand vous faites une exposition temporaire dans les musées sur la mode, vous êtes obligé d'avoir des mannequins qui vont présenter en fait le vêtement ajusté à la silhouette. Eh bien au Japon, c'est ça qui est formidable, le vêtement, il se suffit à lui-même. Vous voyez, on n'a pas besoin ici d'un mannequin, il est vraiment considéré comme un support décoratif. Alors au passage, je vous en parle parce que c'est mon chouchou. À droite, je vous montre un kimono qui a été peint par un artiste qui est un des plus grands artistes de l'époque Edo et qui s'est illustré sur tous les supports. Il a peint sur des éventails, il a peint sur des paravents, il a peint éventuellement sur la céramique et il s'appelait Ogata Korin. Et aujourd'hui, tout ce qui est réalisé de la main d'Ogata Korin est décrété trésor national dans le pays et généralement ne sort plus de l'archipel. Et donc là, au Musée national de Tokyo, vous avez un très très beau kimono et c'est un kimono qui doit, vu les motifs représentés, être porté à la saison automnale. Alors maintenant, si vous faites attention à tout ce qui apparaît à l'écran, vous avez vu qu'il y a un autre terme ici. Kosode. Eh bien en fait, c'est le nom qu'on devrait véritablement employer. Parce qu'à l'époque Edo, c'est ce terme-là qu'on emploie, Kosode, ça veut dire petite manche. Et c'est en fait quand le Japon s'est ouvert à la fin du 19e siècle, quand il s'est ouvert à l'Occident, ça a été considéré comme un traumatisme par certains, ce choc Occident-Orient. Et bien comme on se mettait à arborer des vêtements occidentaux, par opposition, eh bien on s'est mis à employer le terme kimono, qui est devenu le vêtement traditionnel. Autrefois, on employait le kosode, et le kosode à l'époque, c'était un sous-vêtement, c'était le sous-vêtement des aristocrates au départ. Alors, comme je vous ai dit que tout était très codifié dans la toilette, une maiko, généralement, va avoir des motifs qui sont beaucoup plus vifs, beaucoup plus éclatants que les kimonos d'une femme mariée, et on porte en général ce qu'on appelle des kimonos à traîne, ikizuri. Alors, ils sont bien plus longs que ceux des femmes ordinaires, et bien évidemment, quel est l'intérêt de cette traîne? C'est de voir la jeune femme, voilà, glisser avec grâce, glisser avec aisance sur les tatamis. Autre chose aussi, les geishas et les apprentis ont une façon très particulière de porter le kimono. Généralement, elles le portent bas sur les épaules, et c'est pour dégager la nuque en signe de sensualité. Alors, par rapport aux apprentis aussi, vous avez vu tout à l'heure, alors voyons si vous avez l'œil, hein. C'est la minute ludique de la conférence. Quelle est la différence entre les deux kimonos qui sont là? La différence notable, hein. Et le kimono qui est ici. Je vous aide. Non? Les manches, vous voyez, elles sont particulièrement longues. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi des furisode, des longues manches, et ça symbolise l'enfance. Les petites filles, les jeunes filles portent toujours des kimonos à longues manches. Alors la meiko, vous vous rappelez, après la cérémonie de défloration, elle est autorisée à changer de col. Qu'est-ce qu'elle va faire aussi? Elle va arborer des vêtements aux manches plus courtes pour souligner le fait qu'elle est devenue adulte. Et très souvent, il y avait une action symbolique. Et bien lors de la cérémonie, qu'est-ce qu'on faisait aussi? On coupait tout simplement les manches longues du vêtement. Alors, autre point, donc là c'est pour vous montrer l'arrière. On va parler du maquillage dans quelques instants, mais est-ce que vous voyez un détail très particulier sur cette image d'une meiko? Vous voyez qu'il y a un pan de peau qui est laissé nu, naturel. Et pour un homme japonais, cette vision, elle est absolument irrésistible. C'est pas la poitrine qui est la partie la plus érotique du corps japonais, ou les hanches. D'ailleurs, le kimono ne met absolument pas en valeur ces parties-là du corps féminin. C'est vraiment la nuque. Ça, il faut bien le retenir. Alors, autre chose aussi, pour
tenir en fait le kimono, j'ai déjà évoqué la ceinture. C'est ce qu'on appelle le obi. Alors, ce obi peut utiliser plusieurs mètres en fait de tissu. Donc il faut faire appel au service d'un habilleur. Souvent vous allez avoir des nœuds qui vont être très élaborés, ça réclame de l'énergie, ça réclame de la force, et les vêtements d'une geisha, ça peut quand même peser entre 10 et 20 kilos. D'où voilà l'intérêt d'avoir un habilleur. Et regardez, ça c'est quand même somptueux. Il n'y a rien de plus beau que de voir évoluer une meiko, une apprentie. Elles vont avoir un nœud très particulier, c'est un nœud qu'on appelle darari, c'est-à-dire un nœud en traîne. Donc ça remonte jusqu'aux omoplates, mais ça va redescendre voilà, de façon assez spectaculaire, presque à terre. Le bout du obi va presque toucher le sol, alors que pour une geisha, ce sera beaucoup plus sobre, ici beaucoup plus discret. Et bien sûr, quand on est une personne de qualité, on doit réussir à harmoniser couleur émotive de la ceinture avec couleur émotive du kimono, et en plus il faut associer ça avec les saisons qui sont en cours. Donc là, j'aime beaucoup cette image sur un fond de paravent d'or. Eh bien, on vous montre les différences notables entre une meiko et une geisha. En plus de la taille et l'âge, regardez, c'est rien de nouveau, hein. Là je ne fais que radoter, hein. Je fais que répéter. Vous vous rappelez l'épingle à cheveux avec voilà, les papiers pliés qui vont tomber sur le côté pour encadrer l'ovale de son visage. Autre, donc, une coiffure qui est plus exubérante, alors que la coiffure de la geisha est plus discrète. D'ailleurs, la jeune femme qui est représentée ici pour vous à droite porte perruque. Ensuite, regardez le vêtement. On a des longues manches pour l'apprenti, pour la maiko, alors qu'on va avoir des manches qui seront plus courtes pour la geisha. Par contre, ce qui les unit toutes les deux, c'est que c'est un kimono à traîne. Vous voyez, la traîne tout simplement sur le sol. Et donc, le dernier détail, rappelez-vous, c'était le col, blanc pour la geisha, et rouge pour l'apprenti. Là maintenant c'est le dos, après avoir vu l'avant, donc le dos, et c'était pour vous montrer, vous avez vu les différences dans la réalisation des nœuds. Hein. Il est toujours plus exubérant, le nœud à l'arrière, pour une apprentie qu'une geisha. Là, c'est une illustration que j'ai trouvée sur voilà, un petit ouvrage à destination des touristes anglophones. C'est pour vous montrer toujours la différence. Et regardez bien, il y a quelque chose que j'aime beaucoup et que je trouve très poétique. Souvent, le maquillage de la geisha, pour les occidentaux, ce qu'on associe au maquillage de la geisha, est en fait le maquillage de l'apprenti. Et les geishas, quand elles évoluent dans leur carrière, finissent par quasiment plus se maquiller. Pourquoi? Parce qu'elles sont arrivées au sommet de leur art, et en quelque sorte, elles n'ont plus besoin d'artifice. Elles brillent, elles sont belles par la parfaite maîtrise de leur art. Donc il n'y a plus besoin d'ajouter en quelque sorte de fioriture, et elles ne vont se maquiller que pour les grandes occasions. Donc voilà, dites-vous que souvent dans les images qu'on a en tête, hein, les images d'Épinal, moi le premier, ce qu'on pense être une geisha, c'est avant tout l'apprenti, c'est la maiko, c'est-à-dire l'enfant de la danse. Alors ici, je vous montre un autre type de kimono. Est-ce que vous vous rappelez dans quelle occasion on porte un kimono comme celui-ci? Voir si vous m'avez bien suivi depuis le début de la conférence. Alors déjà, qu'est-ce qu'il a comme particularité ce kimono par rapport à ceux que je vous ai montré un peu plus tôt? Il est sobre, hein, on est d'accord. Il est noir, donc le noir, c'est la couleur officielle. En fait, c'est un kimono Kuoro Tome Sode, c'est le kimono porté pour les grandes occasions, les occasions solennelles, quand vous représentez à l'extérieur votre maison. Et donc souvent, sur les épaules et également dans le dos, vous allez voir apparaître ce qu'on appelle le mon. C'est un blason, ici. Donc c'est souvent un motif qui apparaît de forme circulaire. Alors maintenant, parlons un petit peu des sous-vêtements. Alors, le costume de la geisha, en fait, a aussi un sous-vêtement et elle porte un couvre-hanche qu'on appelle koshi maki. Alors, vous le voyez, c'est une simple bande de tissu qui est enroulée autour des hanches et qui doit être en harmonie avec les couleurs du kimono, parce que le koshi maki va apparaître en deux endroits, au niveau des chevilles, quand la geisha relève son kimono pour marcher, et aussi au niveau du col. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser un point, c'est quand même remarquable, mais ce col, il est traditionnellement cousu tous les matins sur le kimono qui a été choisi par la geisha. Et tous les soirs, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le retirer
pour le laver. Donc les kimonos coûtent cher. Et imaginez, temps de pluie ou temps de neige comme aujourd'hui, vous vous promenez dans la rue, qu'est-ce que vous faites? Vous abîmez votre kimono. Alors à votre avis, quelle est la petite astuce utilisée pour ne pas le détériorer? Rappelez-vous l'image de la courtisane que j'ai montrée un petit peu plus tôt. Voilà, j'ai vu une dame faire le signe, effectivement, on va y venir, c'est les fameuses chaussures. Alors je peux vous dire que pour en avoir vu évoluer, moi je suis assez admiratif, hein. C'est comme le repose-nuque, ça doit demander sans doute beaucoup de maîtrise et beaucoup de pratique. Donc on va porter des sandales de bois qui sont caractérisées par leur hauteur particulièrement importante. Alors ces sandales de bois, vous en avez plusieurs modèles. Alors vous avez la Guetta, qui est la chaussure traditionnelle. Très souvent, les maiko, les apprentis, vont être privilégiés les chaussures de type okobo, quand elles sont à l'extérieur. Et fait intéressant, comme tout est codifié, eh bien, la couleur des lanières, c'est aussi un indicateur de votre statut dans la hiérarchie de la maison geisha, dans la hiérarchie de l'okiya. Alors, sachez que le rouge, généralement, c'est pour les toutes jeunes meiko. Donc là, on voit les pieds d'une jeune apprentie. Et après 1 ou 2 ans, eh bien, les lanières vont passer aux jeunes pour les meiko plus expérimentés. Autre chose aussi, ça c'est une règle, 365 jours par an, quand la meiko et la geisha sortent, elles doivent porter des chaussettes. Parce qu'en fait, les courtisanes, elles, autrefois, elles portaient aussi des sandales de bois, mais elles allaient, entre guillemets, nu-pieds, sans chaussettes, et même en hiver. Donc c'est ce qui permettait aussi, par rapport à la mise, par rapport à l'habit, de les distinguer, de distinguer la courtisane de la geisha. Et donc, puisqu'elles portent chaussettes, j'ai évoqué ça tout à l'heure, c'est la plus grande invention japonaise à mes yeux, c'est les chaussettes tabi. Vous voyez, avec c'est des chaussettes en toile blanche, avec un doigtier séparé pour le gros orteil. Et alors attention, le tailleur, parce que ça coûte très cher normalement, le tailleur les réalise sur mesure. Elles sont très ajustées et elles sont prises sur le pied nu de la cliente. Voilà, on prend les mesures directement sur le pied nu de la cliente. Alors, autre point aussi, je voudrais quand même revenir sur les okobo. C'est généralement réalisé dans une seule pièce de bois, un bois qui est considéré comme sacré, le fameux bois de Paulownia que j'ai évoqué plus tôt. Vous savez que voilà, c'était dans des coffres de Paulownia qu'on est censé mettre le kimono de la geisha pour le protéger des insectes. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Souvent, pour la belle saison, pour la saison des festivals, on va laquer de noir la chaussure okobo. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va représenter dessus des motifs auspicieux. Alors ça peut être des nœuds, qui sont l'emblème du cadeau. Ça peut être la grue, qui est le symbole de la longévité. Et désormais, les okobo, à part les meiko au Japon, qui pourraient bien les porter, j'aime bien cette image-là, donc je tenais à vous la montrer, ce sont les jeunes filles, les petites filles. Donc là, c'est une cérémonie qui est toujours pratiquée dans le Japon du XXIe siècle, c'est la cérémonie Shichigo-san, c'est-à-dire que c'est la fête des fillettes. Et à ce moment-là, elles arborent les okobo, qui sont normalement les chaussures des apprentis. Alors, autre point également, à côté des chaussettes, on peut porter des sandales zori. Donc, elles sont formées d'une lanière plate et de 2 lanières rondes. Alors, désolé, hein, là je m'adresse aux fashionistas, aux modeux. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des tongs brésiliennes Havaianas? On voit ça sur les plages d'été. Ça vous parle ou absolument pas? Donc voilà, c'est des tongs qui ont été très à la mode il y a 5 ou 6 ans. Eh bien, la source d'inspiration officielle de ces tongs brésiliennes, c'était tout simplement la sandale japonaise, la sandale zori. Donc elles sont généralement en paille de riz et les lanières, elles, vont être couvertes de velours. Alors aujourd'hui, hein, les geishas et les apprentis qui utilisent ces sandales, l'intérieur, généralement, la semelle intérieure est renforcée de caoutchouc ou de plastique. Elles sont peu coûteuses. L'avantage, c'est qu'elles sèchent rapidement. Donc elles permettent la circulation de l'air autour du pied. Elles sont beaucoup plus adaptées au climat japonais. Je peux vous dire que c'est un climat plutôt tropical. En été, c'est particulièrement humide. Et surtout, quand on entre dans les bâtiments traditionnels et dans les logements, on peut se déchausser beaucoup plus facilement. Voilà pourquoi ces sandales zori sont particulièrement appréciées dans ce corps de métier. Alors maintenant, nous allons parler du maquillage. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, le maquillage est plus souvent celui de la meiko. Donc, ce qu'il faut avoir, c'est un visage blanc.
Une carnation blanche, ça fait partie de l'idéal de beauté japonais, la beauté classique. Il faut avoir des lèvres rouges au dessin délicat. Alors ce maquillage blanc, il aurait une origine chinoise et il serait apparu sur l'archipel après le 8e siècle de notre ère. Qu'est-ce que l'on fait? On utilise de l'oshi-roi. Donc c'est une poudre blanche que l'on va mélanger avec de l'eau et qu'on va appliquer sur le visage, le cou, la nuque, en partie, hein, rappelez-vous. Alors par contre, ce qu'il faut avoir fait avant d'apposer l'oshi-roi, avant d'apposer cette pâte blanche, il faut avoir recouvert sa peau d'une huile protectrice. Et généralement, qu'est-ce que font les geishas? C'est de l'huile de camélia qu'elles mettent sur leur peau. Et ensuite, on étale, c'est ce que vous voyez ici à l'image, avec une brosse en bambou et l'excédent de maquillage, il va être estampé avec une éponge. Alors là, c'est comme si vous étiez à l'intérieur d'une Nokia, hein. C'est l'envers du décor, c'est les coulisses, ce qu'on ne voit habituellement jamais. Alors au début, elle est aidée, l'apprenti. C'est l'Okasan, la mère, ou sa grande sœur qui va lui l'apprendre, mais très vite, il faut qu'elle fasse preuve d'indépendance. Et ensuite, c'est l'apprenti, puis la geisha qui se maquillera toute seule. Elle doit apprendre à se maquiller seule. Et rappelez-vous, plus une geisha avance son âge, et plus son maquillage va devenir discret. Et généralement, après l'âge de 30 ans, elle finit par ne plus le porter. Elle ne portera plus la perruque, elle ne portera plus le kimono à traîne, uniquement lors de grandes représentations sur scène. Mais le reste du temps, ça deviendra beaucoup plus discret. Alors pourquoi là vous le voyez étape par étape, pourquoi ce maquillage blanc? Eh bien ça permettait de mieux distinguer les visages à la lueur des bougies le soir venu. Hein. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Elles rencontraient leurs clients dans les maisons de thé, dans les restaurants, dans les auberges traditionnelles, et donc on les découvrait à la lueur des bougies. Alors il y a juste un souci, c'est que autrefois, l'oshi-roi, eh bien dans sa composition, il y avait du plomb. Alors imaginez, comme les meiko le portaient quotidiennement, qu'est-ce qui se passait à votre avis? Ça finissait par les empoisonner, hein, bien évidemment. Donc ça les empoisonnait, elles étaient empoisonnées au plomb. Et voilà pourquoi il a été remplacé aujourd'hui par un maquillage qui est élaboré à base de poudre de riz. Donc là, on voit une jeune femme se maquillant seule, et il y a juste un problème. À votre avis, question pratique, on se maquille avant ou après avoir revêtu le kimono? Là, voilà, avant, hein, bien évidemment, pour protéger voilà, le kimono. Donc le fond de teint est appliqué avant qu'on ne s'habille, avant qu'on ne soit voilà, revêtu de l'habit traditionnel. Donc ici, je vous montre un autre point. Alors ça, c'est une très jolie image. La meiko, dans sa première année de formation, va se colorer uniquement la lèvre inférieure avec du rouge et elle va laisser la lèvre supérieure blanche. Et regardez, l'effet fonctionne très bien. C'est censé lui donner un petit air boudeur qui est absolument irrésistible. Donc rien que ce détail vous permet de voir une meiko dans la première année de son apprentissage. Et passé la première année de formation, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à rougir aussi la lèvre supérieure, en partie la lèvre haute. Mais de toute façon, il faut toujours avoir ici une petite bouche. Donc c'est le maquillage ici de la meiko. Et qu'est-ce qui vous prouve, tiens, sur cette image aussi, qu'on n'a pas une geisha? Quel est aussi l'élément qui rappelle qu'on a une apprentie? Bon voilà, je vous vois tous faire le geste, c'est bien, vous avez tous compris, j'ai plus ou moins bien travaillé pour l'instant. Alors, on va parler d'un autre point. Regardez, ce qui différencie une geisha d'une apprentie, c'est aussi la présence de rose qui va généralement rehausser les yeux. Donc voilà, on doit inspirer ici la volupté. Et autre chose également, les sourcils et le contour des yeux vont être tracés avec un bâton de charbon de Polonia. Donc on brûle du bois de Polonia et avec le charbon, on redessine les sourcils et les yeux. Rappelez-vous que l'idéal, c'est une peau blanche. Ça vient du Japon féodal, ça vient des codes des femmes de l'aristocratie japonaise. Et souvent, très curieux, je vous laisse regarder. Dites-moi ce qui peut être frappant ici à l'image. On a une femme qui a une carnation laiteuse, c'est renforcé par la poudre de riz, mais c'est quoi, entre guillemets, le détail qui tue ici? Vous avez vu les dents? Alors attention, certaines geishas vont noircir leurs dents, vont utiliser du noir à dents, c'est ce qu'on appelle du
haguro. Alors cette pratique, elle est encore attestée hein, dans certains pays d'Asie. Alors aujourd'hui, il n'y a plus que quelques geishas et des acteurs de kabuki qui se noircissent les dents. Et les meiko doivent le faire pendant une semaine. Quand elles sont devenues geisha, la première semaine, officiellement, en tant que geisha, les anciennes apprentis vont se noircir les dents. Donc là, c'est une jeune femme qui vient de démarrer officiellement sa carrière de geisha. Donc le fait d'avoir les dents noires, ça fait ressortir la carnation laiteuse, les carnations blanches. Donc ça, on va utiliser en fait une solution acide. Et cette pratique, elle est attestée depuis le 8e siècle au Japon. Parce que le noir, c'est la couleur de la permanence. Et donc autrefois, c'était les aristocrates qui possédaient un nom de famille, qui se transmettaient, qui perduraient, qui pour souligner leur statut particulier, se noircissaient les dents. Et mesdames, vous allez voir à quoi vous avez échappé en ne naissant pas dans le Japon féodal. Alors en quoi ça consiste? On prend de la poudre de gale. Vous savez que la gale, c'est le parasite des arbres. Cette poudre de gale, on va la mélanger avec de la poudre de fer. On délaye ça dans du thé amer, du vinaigre, on rajoute de la laque, et donc vous obtenez votre petite solution acide, et ça permet de laquer vos dents. Et à l'époque, ça faisait office de dentifrice, hein, en quelque sorte, ça protégeait également vos dents. Donc vous voyez, c'est un petit peu dur, hein, parfois, la vie de geisha. Je ne sais pas si la composition est restée identique, mais autrefois, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et en fait, le fait de montrer ça, c'est montrer aussi qu'on s'inscrit dans la tradition, puisque c'est une pratique qui remonte au 8e siècle, qui est de plus en plus fréquente au 10e siècle. C'est une période qui est considérée comme un âge d'or de la civilisation japonaise. Donc qu'est-ce que l'on fait ici? On renoue avec un âge d'or révolu. Et regardez, en vis-à-vis, je vous montre un masque de No, du théâtre No. Alors ce masque, c'est le masque le plus célèbre du No. C'est Ko-omote. Ko, ça veut dire petit. Vous vous rappelez Kosode, le terme Kosode, ça voulait dire petite manche. Et donc Komote, ça veut dire petit visage. Et là, vous avez le parangon de beauté japonais, l'idéal de beauté japonais, visage ovale, rond, éventuellement des dents noires. Et donc je vous mets en vis-à-vis le visage d'une geisha. Alors il faut savoir que pour s'habiller et se maquiller, une geisha, ça lui prend 3 jours. Pas 3 jours, pardon, excusez-moi, dans la langue à fourcher, 3 heures. Ça lui prend 3 heures quotidiennement. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu l'aspect, l'apparence. Maintenant, on va parler de la profession en elle-même, de la vie quotidienne. Alors, on va être honnête. Il y a très peu de chances que nous, occidentaux, puissions passer une soirée avec une geisha. Il faut faire partie des initiés, il faut avoir été introduit dans le milieu. Si on veut voir des geishas exercer, ben c'est ce que j'ai fait comme tout le monde hein, lors de mon premier voyage qui remonte à une dizaine d'années. Vous vous rendez à Kyoto, qui est traditionnellement la ville des geishas, et vous allez au Yasaka Hall. Alors, le Yasaka Hall, c'est là où sont réalisées des performances. Alors, j'aime beaucoup quand vous lisez le petit feuillet, le petit flyer qui vous est donné en début de soirée, entre guillemets, accessible aux Occidentaux. Je ne sais pas comment on doit le prendre, hein, mais voilà, cette formulation, c'est accessible. C'est-à-dire que nous qui sommes des barbares russes, eh bien là, on édulcore pour nous, pour qu'on puisse comprendre l'essence de l'art japonais. Et donc là-bas, en 1 heure, ben, c'est en accéléré, vous allez assister à une représentation de kabuki, à des danses de meiko, à une séance de composition florale, ikebana, ou à une séance de cérémonie du thé. Donc si un jour vous allez au Japon, c'est là-bas qu'il faut vous rendre pour espérer en voir en vrai. Un petit peu plus loin au cours de la conférence, je vais vous montrer des photographies justement de voyages qui sont prises au Yasaka Hall. Voilà, sinon je vous ai dit, il faut vraiment appartenir à un public privilégié. Alors maintenant, rappelez-vous que le terme geisha, ça veut dire femme d'art, femme qui excelle dans les arts, et voilà les différents arts qu'elle va devoir maîtriser. Alors avant tout, la musique. Et le monde des geishas vit au rythme d'un instrument très particulier qui se nomme le shamisen. Alors le shamisen, c'est un instrument à 3 cordes qui est originaire d'Okinawa. Alors Okinawa, ce sont des petites îles en fait qui se trouvent au sud-ouest du pays. Donc on pense que cet instrument, il y aurait une origine continentale, serait arrivé par le sud-ouest et petit à petit on va remonter tout l'archipel japonais. Alors on l'appelle l'instrument aux 3 cordes parfumées. C'est en fait un luth à long manche et à la touche lisse. Et c'est vraiment à partir de l'époque Edo qu'il se diffuse pleinement à l'intérieur du pays. Alors il est en bois de santal, il est recouvert de peau de chat ou de chien. On en joue agenouillé, voilà, en pinçant les cordes à partir d'un plectre en ivoire. C'est ce que vous voyez ici sur cette ancienne photographie. Il y a quelque chose qui est remarquable, c'est que la musique traditionnelle du shamisen, eh bien, elle va intercaler au milieu de la mélodie
de longs silences. Alors ça, en général, ça laisse perplexe les Occidentaux, hein, quand on entend ça la première fois. Vous avez de longs silences, et c'est pour donner encore plus de force aux notes. Et en fait, c'est juste une partie clé du morceau qui est figée, et le reste, c'est l'improvisation. Et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir apprécier les talents de musicienne d'une geisha ou d'une apprentie, puisque le shamisen voilà, laisse une large part à l'improvisation. Et autrefois, on pense que c'était un instrument qui était destiné aux aveugles. Alors je vous ai dit qu'on jouait, voilà, on jouait à l'oreille en général. Désormais, il existe des partitions, voilà, pour des pièces jouées au shamisen. Les geishas jouaient avec des partitions, mais autrefois, tout s'apprenait à l'oreille et il fallait savoir aussi improviser. Donc ça, c'est vraiment l'instrument typique. Alors, à côté du shamisen, on peut aussi jouer du koto. Alors, le koto, c'est la sitar japonaise. C'est un instrument qui est originaire de Chine et qui a été introduit sur l'archipel japonais, on pense, entre le 7e et le 8e siècle. Il est composé de 13 cordes de soie et au départ, il était utilisé à la cour impériale. C'est vraiment un instrument qui est considéré comme très noble, puis son usage a fini par se démocratiser. Alors, il est taillé dans un bois qui est considéré comme sacré, c'est ce bois de Paulownia. Et regardez, que fait la musicienne ici? Eh bien, on va porter des ongles artificiels qui sont généralement placés sur 3 doigts d'une main, tandis que l'autre main va appuyer plus ou moins sur les cordes de manière à modifier la tonalité du son. Donc ça, ce sont vraiment 2 instruments typiques du monde des geishas. Pour accompagner le koto et le shamisen, je vais vous montrer le reste, on peut jouer de la flûte, ça s'appelle shakuhachi, donc c'est une flûte en bambou d'une seule pièce, l'instrument il est laqué à l'intérieur et vous avez l'embouchure, c'est une simple entaille en biseau. Ça a été aussi un instrument qui est importé de Chine, qui va être popularisé à partir du XVIe siècle. Et au départ, c'était des religieux bouddhistes mendiants qui jouaient de cette flûte. Puis ensuite, ça a intégré les orchestres de No, les formations instrumentales populaires, et les geishas vont se mettre à en jouer. Un instrument qui est beaucoup plus curieux, beaucoup plus impressionnant, et qui, pareil, doit avoir une origine chinoise, c'est ce qu'on appelle le sho. Le sho, c'est un orgue à bouche. Autrefois, c'était utilisé dans la musique de cour. Donc vous avez un bol de résonance. Il y a 17 tuyaux qui sont fichés à l'intérieur, en bambou, qui sont de longueur inégale. Et je ne sais pas si vous voyez à l'image. Moi, je le vois bien sur l'écran de mon petit ordinateur, mais il y a des trous ici. Tout le monde les voit, ces petits trous. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous soufflez, en fait, vous bouchez avec les doigts un petit orifice, et ça permet bien évidemment de rendre voilà, certaines lames inopérantes, et vous allez moduler tout simplement la mélodie. Vous allez ainsi moduler le son. Alors on aime aussi les instruments à percussion. Vous pouvez avoir en fait le tambour, okawa, qui est porté sur la cuisse. Vous pouvez avoir le tambour taiko, qui est plus grand, porté à proximité de soi, à côté de soi. C'est le cas avec la jeune femme qui apparaît au premier plan. Et ensuite, vous allez avoir le tsutsumi. C'est un tambour qui, lui, va être porté sur l'épaule. Donc, les différents instruments utilisés par ces geishas. Et là, du coup, on va aborder un point très important, c'est-à-dire que dans ce monde des geishas, on va établir une distinction entre celles qui sont musiciennes et celles qui sont danseuses. Et donc, on va parler à ce moment-là de personnes debout, c'est-à-dire les tachi-kata, et de personnes assises, les ji-kata. Donc, on se spécialise soit dans la musique et le chant, soit dans la danse. Et il ne faut pas se leurrer, celles qui sont les plus appréciées, ce sont généralement les danseuses, ce sont les geishas danseuses, ce sont elles qui sont mises en avant. Donc les geishas musiciennes sont considérées surtout comme les accompagnatrices des premières. Donc là, vous avez un exemple de geisha danseuse pratiquant une danse classique à l'éventail. Et là, vous voyez une geisha jikata. Alors, de quel instrument s'agit-il? C'est le shamisen, effectivement, le luth à 3 cordes, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Donc maintenant, dans la vie des geishas, ce qui est au centre de sa vie, de son existence, c'est le banquet. C'est ce qu'on appelle le ozashiki. Donc il a eu lieu dans les maisons de thé, les restaurants traditionnels. Il peut aussi se dérouler dans les salons privés ou chez des particuliers qui sont particulièrement riches. Alors vous avez constaté un point, ce banquet traditionnel, c'est un repas sans chaise, sans meubles, sans fourchette,
tout se passe voilà, au ras des nattes, et généralement vous êtes installé sur des coussins en soie. Et ce que j'aime beaucoup, bon là vous voyez il y a une occidentale qui apparaît sur l'image, mais normalement lors d'un véritable banquet Osashiki, les femmes disparaissent, hein. Les épouses elles disparaissent à cette occasion. Les seules femmes qu'on va voir, ce sont les geishas et les apprentis. Donc maintenant on va parler un petit peu de ce banquet, et pour pouvoir y participer, vous devez connaître ce qu'on appelle en japonais le geisha asobi, c'est-à-dire l'art de se divertir en compagnie des geishas. C'est donc pas ouvert à n'importe quel client. Et autre point aussi, vous devez être surtout un client solvable, c'est-à-dire qu'avant d'y participer, on va mener sa petite enquête sur vous pour savoir qui vous êtes, si vous êtes une personne suffisamment délicate pour apprécier tout ceci. Pourquoi? Parce que les banquets Osashiki donc, sont payés sur facture après le banquet par les clients au restaurant, et c'est le restaurant qui va rétribuer ensuite les geishas. Donc il faut être sûr que la personne est solvable. Et voilà pourquoi beaucoup de restaurants, beaucoup d'auberges traditionnelles ne vont être ouvertes qu'à des habitués ou des personnes qui ont été recommandées par ces habitués. Alors, dans les jeux, souvent c'est des jeux enfantins. On va avoir des jeux à boire, ça fait partie intégrante du banquet traditionnel. Et ici, alors, comment vous décrire la scène? J'aurais aimé intégrer une vidéo. Malheureusement, je ne suis pas très doué en informatique. Je vais essayer de le faire venir, intégrer une vidéo à mon PowerPoint. Donc, je vais essayer de vous décrire ici. Vous connaissez le jeu du pierre-papier-ciseaux-feuille? Vous y avez tous déjà joué, je pense, une fois. Bon, bah, c'est l'équivalent japonais. Donc, c'est Tora, Tora, Tora. Tora, ça veut dire tigre en japonais. Donc, on dit 3 fois tigre. Donc, que se passe-t-il? Vous avez 2 joueurs qui se cachent derrière un paravent. Vous avez une chanson qui est chantée. Et à la fin de cette chanson, eh bien, que se passe-t-il? Les 2 participants, les 2 joueurs, tapent 3 fois dans leurs mains en disant Tora, 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 tigre, et s'avancent. Et en fait, ils ont 3 choix possibles. Ils doivent incarner 3 rôles. Un samouraï, une vieille femme ou un tigre. Alors qu'est-ce qui se passe? La vieille femme bat avec sa canne le samouraï, mais elle perd devant le tigre qui la mange, tandis que le samouraï peut trancher le tigre avec l'épée. Donc vous voyez, c'est une variation très élaborée de pierre, papier, ciseaux, feuille. Et généralement, si vous jouez avec un public occidental, il y a toujours des petits codes entre elles. Elles s'arrangent pour vous laisser gagner, hein, la plupart du temps. Et donc là, à l'avant, bah, vous voyez une. Alors, bah, on va voir qui a gagné. À votre avis, quel rôle interprète la Maiko ici, l'apprenti? Est-ce que c'est le samouraï, la dame âgée ou le tigre? La dame âgée. Et la personne qui joue, qui est derrière le paravent, quel rôle elle interprète? Le tigre. Alors voilà ma question. Qui a gagné la partie? Oui, donc c'est voilà, la dame qui participe au banquet. Généralement, par courtoisie, la plupart du temps, elles vont vous laisser gagner en utilisant différentes petites astuces. Alors, ça, c'est un des jeux auxquels vous pouvez jouer en présence des geishas. Un autre exemple de jeu, c'est le Tosenkyo. Alors, le Tosenkyo, en quoi ça consiste? C'est un passe-temps qui est surtout pratiqué pendant la saison humide, qui était pratiqué pendant la saison humide par les nobles. Donc il fallait réussir à atteindre un objet en lançant vers lui un éventail qui était ouvert. Alors quand j'annonce ça aux occidentaux, généralement on me répond « facile, quel est l'intérêt ?» À votre avis, est-ce que c'est si facile que ça? Non, parce que l'éventail en fait qu'on utilise a une forme inhabituelle et donc il va rendre le tir beaucoup moins aisé. Et aujourd'hui, c'est un sport national. Hein. Au Japon, vous avez des compétitions nationales de Tosenkyo et les geishas sont censés être formés à cet art-là. Et donc, vous avez même un juge et vous allez être noté. Et selon la nature du tir que vous avez fait, tir remarquable ou non, vous allez accumuler un maximum de points pendant la partie. Donc voilà, ça, ce sont des exemples de jeux que vous pouvez pratiquer en présence de ces femmes. Alors, juste un point. Je parlais tout à l'heure du paiement des geishas, de leurs honoraires. Souvent, ce sont les restaurants, les maisons de thé qui vont les payer. J'aime beaucoup. L'argent qui leur est donné, c'est très symbolique. On appelle ça ohana. Ça veut dire l'argent fleur. Et on pouvait aussi appeler cet argent ippon. Et ippon, qu'est-ce que ça veut dire en japonais? Ça veut dire bâtonnet d'encens. Alors, autrefois, c'était très symbolique. Dès qu'une geisha entrait dans un restaurant, dès qu'elle participait à un banquet, que faisait la tenancière ou le tenancier du restaurant? Il se mettait à brûler un bâton d'encens. Et ce bâton d'encens,
ça pouvait représenter, pardon, j'ai fait tomber le micro, je vais le ramasser tout à l'heure, ça pouvait représenter en fait 1 heure. Plus la geisha est appréciée, plus elle va rester longtemps, et plus elle va être payée. Et comment savait-on qu'elle avait été très appréciée à votre avis? Parce qu'il y avait plusieurs bâtonnets d'encens qui avaient à ce moment-là brûlé. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà pourquoi souvent on appelle cet argent, ce gage en fait des geishas, ippon, encens. Alors il y a juste un point, c'est que la geisha ne doit pas perdre la face quoi qu'il advienne. Donc de manière tacite, il faut qu'il y ait au moins 4 bâtons qui aient brûlé. Et 4 bâtons, ça représente 1 heure de présence de la geisha. Donc en fait, un bâton d'encens brûle en un quart d'heure. Alors maintenant, autre point aussi que j'aime beaucoup, puisque la geisha doit savoir animer une soirée par sa conversation plaisante, puisqu'elle est très souvent en fait l'intime des hommes de haut rang, des grands de ce monde, eh bien elle doit se tenir au fait de l'actualité. Il s'agirait de ne pas parler d'un sujet un petit peu polémique en face d'un client particulièrement important. Donc ça fait partie de la profession, ça fait partie de leur apprentissage. On doit se tenir informé de l'actualité. Donc, dans le Japon féodal, on avait beaucoup de femmes qui ne savaient pas lire et écrire. Eh bien, la geisha lit le journal, se tient au courant de l'actualité. Et quand il y aura l'apparition de la radio, eh bien, la radio deviendra un des objets indispensables dans les maisons de geisha. Donc, je trouvais cette image assez symbolique, assez forte, pour montrer vraiment le statut particulier de ces femmes dans la société féodale japonaise. Donc, je vous avais dit que celles qui sont les plus recherchées, les plus appréciées, ce sont les geishas danseuses. Et on ne peut les voir que lors de certaines occasions, lors de festivals de danse qui vont avoir lieu au printemps et à l'automne. Sinon, c'est vraiment dans un cadre privé. Alors ces festivals, c'est ce qu'on appelle des odori. Ce terme odori, il était donné autrefois aux danses populaires. Et vous avez 2 grands odori qui sont particulièrement recherchés, particulièrement courus par les amateurs de geisha. Donc le premier que je vous montre ici à l'écran, c'est le Miyako Odori. Ça veut dire en fait danse de la capitale ou danse des cerisiers en fleurs. D'ailleurs, vous voyez que le décor derrière est quand même assez parlant. Donc c'est un spectacle qui a été créé en 1873 et qui a été joué de manière ininterrompu, sauf en 1945. Donc c'est un spectacle qui est très apprécié pour sa beauté, pour la couleur des costumes et la richesse de la mise en scène. Et en fait, le but était, parce que ça se passe à Kyoto, à Pontocho, qui est un des quartiers geisha de Kyoto, et bien à ce moment-là, toute l'économie était en train de se déplacer à Tokyo. Et donc en signe de résistance, eh bien pour montrer la culture traditionnelle kyotoïte, on a mis en place ce festival. Et regardez bien, il n'y a que des femmes qui montent sur scène, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au premier plan, nous avons ici un personnage qui interprète un samouraï. Et vous voyez, donc, elle porte au niveau de la ceinture, donc le katana, le sabre long, mais c'est une femme ici qui interprète un rôle masculin. Alors il faut savoir que dans le cadre de ces festivals, les geishas ne sont pas payées et au contraire, elles vont dépenser énormément d'argent pour financer leur participation à ces festivals. Et parfois, certaines vont jusqu'à s'endetter. Mais c'est que beaucoup de prestige va rejaillir sur elles. Et c'est vraiment une publicité qu'elles se font à ce moment-là. D'où l'intérêt d'avoir un dana, d'où l'intérêt d'avoir un protecteur qui peut financer votre participation à ces festivals en fait de danse. Donc du coup, on ne va jamais faire appel à des débutantes. La plupart des geishas qui vont participer ont souvent plus de 30 ans. Ce sont des geishas confirmées. Et rappelez-vous, elles qui étaient devenues discrètes dans leur mise au quotidien, eh bien, à cette occasion, elles peuvent reprendre des habits un petit peu plus exubérants, un maquillage un petit peu plus soutenu et la perruque. Alors le pendant en fait du Miyako Odori, c'est-à-dire les danses des cerisiers en fleurs, c'est... Alors je vous montre, alors là j'avais oublié que j'avais cette image, c'est le Gyokobu Kabanjoro. Donc c'est un théâtre qui a été créé en 1873 à Kyoto. Et ici, en fait, voilà, cette scène est jouée sans interruption depuis 1873 dans ce théâtre avec une architecture plus traditionnelle. Ici, je vous parle d'un autre festival qui est le Kamogawa
Odori, c'est la danse de la rivière Kamogawa. Donc c'est une petite rivière qui traverse la ville de Kyoto et dont le cours avait été détourné au 8e siècle pour qu'elle puisse couler à proximité du palais impérial. Ça a lieu aussi dans le quartier de Pontocho et c'est un festival de printemps. Alors ce qui caractérise ce festival-là, c'est l'emploi d'éventails. Et lui aussi, il a été créé en 1872 pour revivifier à ce moment-là l'économie de la ville de Kyoto. Donc c'est vraiment les geishas danseuses, c'est la vitrine aujourd'hui, c'est la vitrine en fait c'est la vitrine de la ville. Par contre, la particularité quand on participe à ce festival, eh bien, regardez un petit peu la scène, elle est beaucoup plus large et elle a tendance, voilà en fait, à entourer partiellement l'auditoire. Donc vous êtes vraiment plongé dans ce spectacle-là. Alors ici, il peut y avoir aussi quelques manifestations à destination du grand public en extérieur et vous allez avoir quelques représentations, quelques extraits qui sont donnés et on voit deux jeunes femmes qui sont en train de pratiquer cette danse, à l'éventail. Alors, outre la danse, là on va aller un petit peu plus vite parce que je vois que l'heure tourne et je tiens absolument à aller jusqu'à la dernière diapositive. Vous avez l'art floral Ikebana qu'elles doivent maîtriser. Alors on peut aussi appeler ça kado en japonais, c'est-à-dire la voie des fleurs. Ça a probablement une origine bouddhique et ça s'est popularisé au Japon au XVIe siècle. Alors dans l'Ikebana, il faut savoir que l'on valorise aussi bien le vase, les tiges, les feuilles, les branches, que la fleur elle-même. Et dans l'Ikebana, il y a 3 piliers que doit maîtriser la geisha, c'est l'asymétrie, l'espace et la profondeur. Alors nous, ça semble très étonnant, mais le vide, c'est un principe actif, c'est un principe créateur au Japon. Et en fait, ce qu'on va apprécier dans l'Ikebana, c'est l'équilibre subtil entre les vides. Et on va aussi tester les qualités propres, les qualités intrinsèques de la geisha ou de la meiko, voir si son œil est bien évidemment exercé. Alors d'où ça vient? En fait, autrefois, on plaçait des fleurs devant les images des ancêtres afin d'apaiser leurs esprits. Puis plus tard, on s'est mis en fait à faire des arrangements floraux dans les maisons et on va aussi les utiliser dans le cadre de la cérémonie du thé. Donc c'est un décor qui est censé aussi vous apaiser. Du coup, je peux rebondir sur ce que je viens de dire ici. Alors, je vous avais dit les images de vacances. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise. C'est une danse Kiyomai réalisée par deux Meiko. C'est le Yasaka Hall. Vous vous rappelez, c'est l'endroit où on réalise des spectacles accessibles pour le public occidental. On édulcore un petit peu. Bon, ben, vous en avez un exemplaire. Ici. Alors maintenant, on peut évoquer la cérémonie du thé. Donc cette cérémonie du thé, ça s'appelle le Shanoyu. Donc c'est un art qui est influencé par le bouddhisme zen. Et au départ, c'était un simple geste du quotidien, c'est-à-dire la consommation, la préparation et la consommation du thé, qui s'est transformé en exercice liturgique destiné à atteindre le salut, destiné à atteindre l'éveil. Alors le thé qu'on va vous proposer, c'est un thé qui a été introduit au Japon au XIIe siècle, ça s'appelle le matcha. Est-ce qu'il y en a qui parmi vous ont déjà bu du matcha? Il faut se préparer psychologiquement la première fois, notre palais n'est pas habitué à une telle amertume, c'est un thé particulièrement amer. Et ici, dans cette image, il y a pas mal d'éléments que j'apprécie beaucoup. On voit que les jeunes femmes respectent les règles de courtoisie et de politesse au Japon. Dans un pavillon thé ou dans une maison traditionnelle, vous allez toujours avoir une alcôve légèrement surélevée dans le renfoncement du mur. Alcôve que vous voyez ici à l'image. Cette alcôve, ça s'appelle le tokonama. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans le tokonama? On va placer une composition florale, une belle porcelaine, des objets de présentation, un rouleau peint qui va être suspendu. Alors vous savez que dans l'esprit des Occidentaux, la cérémonie du thé, qu'est-ce que c'est? On est assis 5 heures sur ses genoux, de façon très inconfortable, et on regarde une geisha ripollinée préparer du thé. Alors il y a du vrai, il y a du faux. La cérémonie du thé, c'est un ensemble. Il y a une promenade dans un jardin de thé qui va vous conditionner avant de participer à la cérémonie. Il y a des rites d'ablution, de purification. Ensuite, vous pénétrez dans le pavillon de thé. Et là, vous allez consommer un repas léger, avec des plats qui sont plutôt sucrés. Là, pour casser l'amertume du thé. Et pendant ce repas, vous allez engager une conversation plaisante avec le maître de cérémonie. Et cette conversation, elle peut être liée aux objets qui sont exposés
dans l'alcôve, dans le tokonama. Vous allez parler poésie, vous allez parler peinture, vous allez parler art, vous allez parler cycle des saisons. Et rappelez-vous qu'une geisha doit maîtriser justement l'art de la conversation. Alors, autre chose aussi, quand on vous présente le bol à thé, je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir toujours briller le jour où vous participez à une cérémonie du thé. Il existe plusieurs écoles, il y a des variantes, mais il y a toujours quelque chose qui est plus ou moins codifié. Alors, je me lève, du coup. Si vous ne m'entendez plus, vous me le dites tout de suite. On va vous présenter le bol à thé. C'est un bol en grès. Alors, vous, généralement, vous êtes assis à genoux sur le tatami, vous vous penchez en signe de respect. Vous prenez le bol à thé, et ensuite, vous allez le faire tourner à 180 degrés. Donc, il tient dans la main gauche. Le petit raboteux du bol à thé tient parfaitement au creux de la main. Et ensuite, vous allez boire en 3 gorgées. Surtout, ne buvez jamais en 4 gorgées, parce qu'en fait, le chiffre 4 est associé à la mort au Japon. Et donc, ça pourrait vous porter malchance. Donc, 3 gorgées sonores. Ensuite, vous remettez le bol dans la main gauche, dans cette position. Vous faites tourner à 180 degrés. Avec le doigt, vous essuyez la lèvre du bol. Vous posez sur le tatami. Vous vous inclinez en signe de respect devant le maître de la cérémonie. Et là, vous allez parfaitement briller. Alors, il faut comprendre la symbolique de cet enchaînement de gestes. Qu'est-ce qu'on a fait? On vous a présenté un bol. Vous l'avez fait tourner à 180 degrés, vous avez bu. Ensuite, après avoir bu, vous avez fait tourner à 180 degrés de nouveau. C'est-à-dire que vous avez effectué une rotation à 360 degrés avec le bol. Et donc, la face qui vous a été présentée, vous la présentez de nouveau au maître de la cérémonie. Et c'est pour dire que vous avez établi avec lui une relation de qualité qui va perdurer au-delà de la cérémonie. Il y a eu un instant de qualité que vous avez partagé avec lui. Et ça, c'est une notion qui anime la cérémonie du thé japonaise. C'est le principe, un instant, une rencontre. Et on doit y être sensible par rapport à l'enchaînement de tous ces petits gestes codifiés. Donc c'est ce que doit vous faire ressentir aussi la geisha, que vous êtes une personne à part, une personne importante. Vous avez développé avec elle, voilà, une relation de qualité. Donc je vous montre le fameux thé matcha. Et regardez, vous avez ici alors, des gâteaux, ça fait partie de ce repas léger, des gâteaux wagachi, qui sont sucrés et qui vont casser l'amertume. Et si elle est raffinée, eh bien, ces gâteaux, leur forme évolue avec les saisons en cours. Par exemple, vous allez avoir des potirons pour l'automne, par exemple. Il faut des gâteaux en forme de potiron. Il faut que ça soit lié aussi à la saison en cours. Donc, elle maîtrise l'art de la cérémonie du thé. Alors, nous arrivons presque au terme de cette conférence. Et là, c'était pour vous surprendre un petit peu. Dans les questions qui me sont souvent posées, c'est est-ce qu'une occidentale peut devenir geisha? Alors, j'aurais tendance à vous répondre non, mais vous savez qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Et je vais vous parler de 2 figures très particulières. Alors, la première, c'est une anthropologue américaine qui s'appelle Lisa Talby. Donc, elle était doctorante à l'université Stanford et elle a suivi de près les geishas dans leur activité à Kyoto. Je crois qu'elle a interviewé à l'époque plus d'une centaine de ces femmes. Alors, elle n'a jamais suivi la formation adéquate, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Elle n'a jamais fait partie d'une okiya, d'une maison de thé, mais elle a quand même été autorisée, elle a été cependant autorisée à participer gratuitement à certains banquets sous un nom japonais et grimé comme elle, sous le nom de Ishi Giku. Pourquoi? Dans la mesure où elle était parfaitement bilingue et elle était très douée dans le maniement du luth à 3 cordes, c'est le fameux shamisen. Donc elle a été autorisée à accompagner des geishas danseuses sans être elle-même reconnue comme geisha. Et donc elle a pu vraiment développer des relations de qualité et des relations d'amitié avec elle dans un milieu qui est vraiment en vase clos, difficilement accessible. Et pourquoi je vous parle d'elle? Parce que c'est elle qui a été consultante sur le tournage du film Mémoire d'une geisha, dont vous avez vu une image un petit peu plus tôt. Et ce que j'aime beaucoup, pour montrer qu'elle a complètement assimilé la culture traditionnelle japonaise, alors vous la voyez ici grimée, et en dessous, vous voyez qu'elle ressemble à une geisha passée 30 ans. Elle joue un jeu très particulier. Est-ce que vous arrivez à voir ce qu'elle a dans la main? Par hasard? Non? Qu'est-ce qu'elle tient en main? Est-ce que vous arrivez à distinguer de quoi il s'agit? Alors ça, ce sont des clams. Les clams, ce sont des coquillages. Donc elle a des coquilles de clams et elle joue à un jeu qui s'appelle le kai awase. Alors le kai awase, en fait, pour gagner, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez assortir 2 parties de bivalves choisies en fait dans des piles séparées. Alors c'est un jeu qui s'est développé, on pense, après le Xe siècle au Japon,
Et très vite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va peindre et graver l'intérieur des coquilles. Moi, j'avoue, hein, vous voulez me faire plaisir, vous m'offrez un ensemble voilà, de jeux Kei Awase. Donc, il y a de très belles scènes qui sont peintes et on va graver de poèmes très courts qu'on appelle des poèmes waka. Et qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, très vite, vous devez relier le poème à la petite illustration qui lui correspond. Donc déjà, on teste vos connaissances en poésie, on teste vos connaissances en littérature, et quand on y réfléchit bien, le Kei Awase, c'est tout simplement l'ancêtre des jeux de cartes. Alors au départ, c'est un jeu qui est réservé à la noblesse, et ça ne sera plus le cas à partir du XVIe siècle. On va pouvoir y jouer dans des milieux plus modestes, et la geisha, qui est la garante de la tradition, ben, c'est généralement j'ai joué au Kei Awase. Là, vous avez regardé donc une gravure qui vous représente deux jeunes femmes pratiquant cet art. Donc on va ensuite voir un dernier personnage. Alors là, ça fait plus débat. C'est une figure plus polémique. C'est cette fois-ci une anthropologue d'origine australienne qui s'appelle Fiona Graham et elle est connue au Japon sous le nom de Sayuki. Alors je prends ma machine à voyager dans le temps et je vous rends même en décembre 2007 et à Tokyo, grande première, dans un quartier qui s'appelle le quartier d'Asakusa, eh bien on voit les débuts de la première geisha occidentale de l'histoire du Japon. Ce sera donc Sayuki. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle est arrivée au Japon dans le cadre d'un projet universitaire. Elle avait déjà découvert le Japon dans un programme d'échange académique à l'âge de 15 ans et elle aura l'occasion en fait d'y retourner. Alors elle était doctorante à l'université d'Oxford et elle va aussi étudier la psychologie à l'université Keio de Tokyo. Donc c'est la première occidentale qui se verra décerner un diplôme par cette université en fait japonaise et donc dans le cadre de ce projet, eh bien, elle a suivi la formation en fait traditionnelle d'une geisha. Alors elle a débuté à l'âge de 20 ans, ce qui est considéré comme plutôt tardif par rapport au milieu. Et elle s'est choisie une spécialité, et cette spécialité, eh bien regardez, c'est la flûte. Donc là, c'est une flûte un peu différente de celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Ça s'appelle le yoko-bue. C'est une flûte traversière japonaise. Alors, elle a réussi à se faire enregistrer. Elle avait déposé en fait une demande auprès de l'association des geishas d'Asakusa afin de pouvoir exercer son métier de façon indépendante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien finalement, cette association a refusé de la titulariser définitivement et elle a affirmé que la nationalité japonaise lui faisait défaut et que sans nationalité japonaise, on ne pouvait pas la considérer comme geisha, elle ne pouvait prétendre à ce titre. Donc, vous voyez, ça fait un petit peu polémique. Hein. Quand on me demande est-ce qu'une occidentale peut devenir geisha, eh bien visiblement, aux yeux des Japonais, non. Même si elle maîtrise parfaitement les arts traditionnels japonais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, comme elle n'avait pas la liberté d'exercer en tant qu'indépendante, ce qui est normalement la norme à Tokyo, eh bien, elle s'est désaffiliée suite à un désaccord. Et à l'époque, eh qu'est-ce qu'on a dit en face, dans le parti adverse? Qu'elle n'avait pas été respectueuse envers les personnes les plus expérimentées, envers ses aînés, qu'elle en fait faisait de l'autopromotion, qu'elle exploitait trop son titre de première geisha occidentale et on l'a accusée d'avoir essayé de mener des projets incompatibles avec son niveau de pratique. Alors aujourd'hui, en fait, elle a ouvert une maison à Tokyo qui vend des kimonos de seconde main et elle continue à organiser des banquets, des conférences pour, en tout cas, c'est ce qu'on peut lui reconnaître, de promouvoir la culture geisha à l'étranger. Et elle est aussi productrice, directrice de documentaires, et elle a beaucoup collaboré notamment avec National Geographic pour faire connaître l'univers des geishas. Alors la toute dernière image que je vous présenterai, bon, c'est un clin d'œil à l'actualité de la ville de Béziers. Donc il y a un festival, c'est dans ce cadre qu'on m'a invité, puis je tiens d'ailleurs à remercier la médiathèque pour cela. Donc le cadre Mangamania. Il faut savoir que ce thème de la geisha est très peu traité dans les mangas, dans les bandes dessinées japonaises. Ce qu'on va la plupart du temps traiter, c'est la vie des oiran. Vous savez, la vie des taïus, c'est des courtisanes, hein, c'est ça qui fait fantasmer. Pas la vie des geishas. Si j'avais un titre
à vous de suggérer. Donc ça, c'est votre devoir. De toute façon, je ne serai pas là pour vérifier si vous l'avez fait ou non, mais on peut le trouver assez facilement. Donc la traduction française, c'est Apprenti Geisha. Le titre original, c'est Izeru Itezuru. Alors, en fait, c'est une jeune fille qui s'appelle Otsuru, ça veut dire la grue. Donc c'est ses parents qui l'ont appelée ainsi parce qu'elle avait toujours l'habitude, en fait, de se tenir sur une jambe pour réchauffer l'autre, donc à l'image de la grue. Et ça raconte sa vie en tant qu'apprentie jusqu'à ce qu'elle devienne une geisha célèbre connue sous le nom de Tsuru Giku. Donc là, vous pouvez voir, en fait, c'est un résumé de ce que je vous ai raconté dans le cadre de cette conférence. Et le trait, en fait, le trait de crayon est vraiment remarquable. Ensuite, une publication occidentale que moi j'ai bien aimée, je l'ai dans ma bibliothèque, ça s'appelle Petite Geisha. Le tome 1, c'est l'Okiya des mystères. Maintenant, vous êtes censé savoir ce que c'est qu'une Okiya. C'est une maison de geisha. Et donc, ça a été réalisé par deux femmes qui s'appellent Isabelle Plongeau et Daniela Di Matteo. Alors, il y a juste un souci, c'est que nous sommes en 2018 et le premier tome est sorti en 2012 et j'attends toujours le second tome. Donc voilà, il y a une petite frustration. Donc si vous êtes patient, vous pouvez vous lancer dans la lecture. Si vous voulez tout de suite, évitez, lancez-vous plutôt sur la lecture voilà, de Apprenti Geisha, ce manga japonais. Donc c'est sur cette petite image et ces références littéraires que je conclue la conférence. Je tiens encore une fois à vous remercier voilà, d'être venu malgré le froid, malgré les éléments. Et je vous rappelle que vous allez pouvoir récupérer donc ce PowerPoint sur le site internet de la médiathèque et également le résumé avec tous les termes japonais que j'aurai prononcés au cours de cette séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les transmettre à la médiathèque qui me les transférera d'une façon ou d'une autre et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà. Merci beaucoup, bonne fin de journée à tous et peut-être à une prochaine fois pour voilà, un nouveau thème consacré au pays du soleil levant. Merci, merci beaucoup. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините.